Bonsoir à tous et bienvenue dans La Quotidienne Info, votre rendez-vous de décryptage de l'actualité du lundi au jeudi. Sur NCI, l'actualité nationale est en mouvement, nouvelle page politique en préparation, recomposition institutionnelle en cours, interrogation sur la gouvernance, le renouvellement des élites et l'avenir de la représentation nationale. Ce mardi, La Quotidienne Info vous propose une lecture approfondie de ces signaux forts. Une semaine après la dissolution du gouvernement, une nouvelle législature s'annonce et une actualité judiciaire toujours aussi abondante. 3 dossiers majeurs ce soir, la récomposition du pouvoir exécutif, les enjeux de la nouvelle Assemblée nationale et le dossier Jean-François Kouassi. Et vous décryptez évidemment l'ensemble de ces sujets ce soir. J'ai le plaisir d'être accompagné sur ce plateau par nos habituels chroniqueurs, Alamine Fofana, consultant politiste que vous connaissez tous, Josias Assemon, politologue évidemment, et Alassane Drabo, journaliste déjà en place pour nous offrir la police des forces d'information. Le checkpoint, c'est tout de suite. Bonsoir Ali, bonsoir à tous. Pour ce retour du checkpoint, nous nous intéressons à ce post TikTok qui prétend montrer un poisson géant échoué sur la plage d'Assini. Elle a été mise en ligne le 16 novembre 2025 et montre un poisson couché sur le rivage, entouré de quelques personnes venues assister à la scène. Le texte accompagnant l'image indique « Un poisson, blobfish, géant, s'échoue sur la plage privée d'un Libanais à Assini ». Mais en fait, ceci est faux. À travers une recherche d'images inversées avec l'outil Bing, Ivoire-Check n'a pas obtenu de résultats concluants. Une autre recherche avec les mots-clés combinés n'a aussi rien apporté. C'est finalement l'outil de détection de vidéos généré par l'intelligence artificielle dénommé SightEngine.com qui a permis d'obtenir un taux d'usage d'intelligence artificielle de 90%. Une deuxième analyse avec l'outil IA Ornote révèle un taux de détection de 60%. De plus, une comparaison visuelle entre la photo réelle d'un poisson blobfish géant et celle présente dans la vidéo met en évidence quelques différences, notamment au niveau des narines et de la taille de cet animal aquatique. De plus, les mouvements de la personne à l'arrière qui tient le seau d'eau sont peu naturels, tandis que celle à côté d'elle semble figée dans sa position. Le mouvement de l'eau qui se renverse est brièvement saccadé. Les autres personnes, enfants, qui sont censées regarder le poisson, semblent, elles, regarder plutôt ailleurs. Les arbres sur la plage ne bougent pas. Et autre fait important, l'auteur de la vidéo parle d'une plage privée des Libanais à Assini. Et pourtant, une recherche avec les mots-clés plage privée, Libanais, Assini, Côte d'Ivoire ne donne aucun résultat probant. Cependant, selon les informations disponibles, la communauté libanaise est fortement impliquée dans l'immobilier et l'hôtellerie, notamment dans les propriétés en bord de mer. En Côte d'Ivoire, on trouve des plages urbaines animées comme Grand Bassam et Assini, des plages beaucoup plus calmes et authentiques comme Jacquesville ou encore San Pedro, et des zones un peu plus sauvages telles que Monogaga ou les plages de l'ouest du pays. Ces différents types de plages offrent une variété d'expériences alliant des activités nautiques au moment de détente en pleine nature. Nous venons donc de vérifier le post TikTok qui prétend montrer un poisson géant échoué sur la plage d'Assini, une plage appartenant à des Libanais. Eh bien, ce post est totalement faux. Merci beaucoup, Ali. Merci à Alassane Drabo qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre pour poursuivre le décryptage de l'actualité avec nous sur le plateau de La Quotidienne Info. Ils nous ont déjà rejoints, eux. Josias Assemon, bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur. Merci, tout va bien? Tout va bien. Merci d'être là. Alamine Fofana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Ali. Vous allez bien? Super, chez vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes habitué avec la position debout? C'est une question que je ne vous ai pas encore posée. Est-ce que vous êtes de grands sportifs? Oui, bon, depuis l'initiation, lors de l'élection présidentielle, on s'y Vous avez commencé à vous y habituer. habituer. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pratiquez du sport, Josias? Oui, régulièrement surtout. Vous faites quel sport, vous? Le football. Football? Oui. Bon, d'accord. Dans quel compartiment du terrain? Attaquant, milieu de terrain, milieu de terrain? Ensuite au milieu de terrain. D'accord. Dans quel registre? Franck Kessié? On va dire relayeur. Inao? Franck Kessié. Franck Kessié? Oui. D'accord, très bien. Alamine et vous? Football aussi? Oui, mais actuellement, j'ai un peu stoppé. Ah, d'accord, très bien. Sinon, on irait chercher pour vérifier cela dans le checkpoint. Alassane Drabo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'être là. Footballeur aussi? Très grand footballeur. Oh là là, d'accord, très bien. Alors, messieurs, on va tout de suite, dans les instants qui suivent, recevoir l'invité de La Quotidienne. Ce soir, La Quotidienne Info reçoit une voix bien connue de nos téléspectateurs, journaliste de métier, analyste engagé de la vie publique,
Chroniqueur sur NCI, il a franchi récemment une nouvelle étape de son parcours. Fraîchement élu député de la circonscription de Danané, il fait désormais le lien entre le regard du journaliste et la responsabilité du législateur, entre l'analyse et l'action, entre le terrain médiatique et l'hémicycle. Notre invité, vous l'aurez compris, est ce soir l'honorable Guillaume Bato, journaliste directeur général du quotidien Liberté et désormais député de Mans. Guillaume Bato, bonsoir. Député de Danané. Député de Danané. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali, merci. Comment vous allez, honorable? Ça va mieux, j'étais un peu fatigué. J'imagine. Et grippé, mais ça va mieux. Fatigué et grippé parce que vous avez parcouru tous les hameaux de la région. Ah oui, on a eu 3 semaines intenses de pré-campagne et de campagne qui sont terminées heureusement par notre victoire, mais on lui a laissé quand même beaucoup d'énergie. C'est un pari fou que vous allez nous raconter au cours de cette émission. Mais avant, je vous propose, à vous et à nos autres chroniqueurs en plateau, de passer à la grande actu. Le mercredi 7 janvier dernier s'est tenu le tout premier Conseil des ministres de l'année 2026. À l'issue de cette rencontre, le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la dissolution du gouvernement à travers la signature de 2 décrets mettant fin aux fonctions du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de son gouvernement, ainsi qu'à celle des ministres et gouverneurs du district autonome. Un nouveau Premier ministre est attendu, suivi de la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Au-delà des noms, les interrogations sont nombreuses. Faut-il s'attendre à de grandes réformes pour ce nouveau mandat? Cette recomposition marquera-t-elle le début de la transmission générationnelle, tant évoquée par le président de la République lui-même? Élément de réponse dans ce sujet de Moussa Nikiema Issa Kone. On en parle avec vous, messieurs, juste après. Depuis le mercredi 7 janvier, au dernier Conseil des ministres de l'ancien gouvernement, le président Alassane Ouattara a procédé à la signature de 2 décrets, dont le premier met fin à la fonction du Premier ministre, Robert Begré-Mambé, et de son gouvernement, et le deuxième met fin aux fonctions des ministres et gouverneurs des districts autonomes. Des décrets qui interviennent justement après les élections législatives du 27 décembre dernier, qui ont donné une large victoire au RHDP, le parti au pouvoir, raflant ainsi 197 sièges au Parlement. Un nouveau Premier ministre devrait être nommé dans les prochains jours, ainsi que la composition d'un nouveau gouvernement. Devrait-on s'attendre aussi à un grand changement pour ce nouveau mandat? Entre supputation et supposition, plusieurs noms au poste du Premier ministre retiennent déjà l'attention de l'opinion publique. Lors de son traditionnel message du Nouvel An à la Nation, le président Alassane Ouattara est revenu sur la question de la transmission générationnelle qu'il avait évoquée. La transmission générationnelle engagée est un devoir historique. Elle reposera sur un héritage fondé sur l'éducation aux valeurs citoyennes, l'unité, le travail, la solidarité, le mérite et l'excellence dans le respect de la diversité, dans la tolérance et la justice sociale. Notre nation doit se doter d'une élite compétente et profondément attachée à l'intérêt général, afin d'assurer la continuité et la solidité de notre modèle de développement. Si la plupart des ministres de l'ancien gouvernement devraient être reconduits, la répartition des postes sera particulièrement scrutée, tout comme l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale fin janvier ou encore l'éventuelle nomination d'un nouveau vice-président. Actuellement, et comme d'habitude évidemment, le seul maître à bord, c'est le président de la République. Le gouvernement a été dissous, on l'a rappelé. Vous venez d'entendre encore une fois un bout de la déclaration du président de la République à la faveur de sa traditionnelle adresse à la nation. Est-ce qu'il faut s'attendre à des réformes profondes, Guillaume Bato? Oui, je pense que, connaissant le président de la République, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de chamboulements. Parce que on voit depuis que le président Ouattara est au pouvoir qu'il fait des ajustements progressivement. Donc, peut-être de nouveaux visages vont certainement apparaître. Et puis, mais je pense qu'on va avoir un socle d'anciens qui vont continuer parce que il y a une continuité qui doit avoir lieu dans l'action du gouvernement. Donc, moi, je ne m'attends pas vraiment à un bouleversement. Je m'attends à l'entrée de nouveaux visages au gouvernement, certainement parmi les cadres qui ont fait leur preuve au niveau de
des différentes directions, des différentes fonctions qu'ils ont occupées. Et puis, je m'attends aussi à ce qu'il y ait peut-être une bonne moitié d'anciens qui ont accompagné le président de la République. Un noyau? Un noyau d'anciens qui ont accompagné le président de la République, notamment à aux postes régaliens, pour pouvoir continuer l'œuvre, parce qu'il y a des défis importants. Et je crois que le président ne doit pas habituer à des ruptures brutales. Donc, je m'attends à un renouvellement peut-être, au mieux des cas, c'est du 50-50. Du 50-50, d'accord, très bien. Alors, messieurs, est-ce que pour vous, dans le contexte actuel, on peut s'attendre à ce début de cette transmission générationnelle, Josias Assemon? Je pense que non. On pourrait avoir ce début de cette transmission générationnelle peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. C'est-à-dire pendant ce mandat, oui, mais là, maintenant, non. Non, parce que le président de la République a cette tradition-là et ce réflexe de toujours conduire, de toujours travailler avec ceux-là qu'il juge être expérimentés, qui sont à la fois, je le disais la dernière fois, des acteurs qui ont un poids politique et administratif, parce que c'est ça le ministre aussi. Donc, lorsqu'on regarde déjà le cadre qu'on a là maintenant, il n'y aura pas nécessairement cette nouvelle génération, aussi bien au niveau de l'âge que de la promotion. Parce qu'il faut aussi faire la différence lorsqu'on parle de nouvelle génération. Ce n'est pas forcément des gens qui ont 30 ans, 25 ans. Donc le président de la République, dans cette manière de fonctionner, ne va pas nécessairement rapporter de cette nouvelle génération-là maintenant. Mais peut-être on pourrait la voir en 2027, parce que c'est vraiment le dernier virage pour passer le flambeau en 2030. On pourrait la voir en 2028, mais en 2026, je pense que non. Mais connaissons aussi le président de la République qui aime bien nous tromper, nous dribbler positivement. Je pense que peut-être qu'il y aura 2-3 visages qui vont présager cette transmission générationnelle-là, qui pour moi sera véritablement ancrée, amorcée dans les années à venir. Alamine? Oui, pour moi, tout est possible. Hein. Tout est possible. Par rapport à cette transmission générationnelle, que ce soit au niveau de l'âge comme au niveau du gabarit, donc de la promotion politique, c'est très possible. Je vois aussi beaucoup de prudence dans les analyses, parce que le président Alassane Ouattara a difficilement cernable en matière de nomination. Mais pour moi, je pense qu'on aura quelques surprises. On aura quelques surprises. Pour la petite histoire, personne n'avait vu venir la nomination de Robert Begré-Mambé au poste de Premier ministre. Exactement. Faut-il s'en souvenir? C'est possible. On peut avoir beaucoup de souvenirs. Et même là encore, comme je disais la dernière fois, la promesse même n'est pas une décision. Donc le président de la République peut même promettre un poste à quelqu'un, mais ce n'est pas une décision. Une décision ne se matérialise pas un décret. S'il y a des gens qui se sont vus promettre des choses, qui vous écoutent ce soir, ils peuvent sauter de leur fauteuil. Hein. C'est une citation même qui vient d'un chef d'État. La promesse n'est pas une décision. Donc, pour dire que ça peut se jouer chaque jour, mais ce qu'on espère, voilà, c'est qu'on puisse avoir un maximum de coopération. Donc, arriver à mutualiser objectivement les intelligences. Le dit lui-même, il va se baser sur la compétence et puis le souci du bien commun et l'excellence. Donc on espère, pourquoi pas, voir aussi d'autres cadres, d'autres politiques qui ne sont pas forcément du RHDP, sous le poids de leurs compétences et de leur maîtrise de certains dossiers, dans le souci de la nation. Parce qu'actuellement, pour moi, les grands enjeux, c'est des challenges socio-économiques et sécuritaires. Donc il n'y a pas trop de contraintes politiciennes. Donc pour moi, ces 5 années-là doivent être consacrées à l'excellence pour accélérer le plus possible les grands chantiers de l'État de Côte d'Ivoire. Donc il faut mutualiser les intelligences. C'est un souhait qui va faire beaucoup de bien à la République, mais tout est possible, que ce soit au niveau de l'âge, dans la transmission, qu'au niveau aussi du gabarit politique. Alassane ? On attend de voir seulement que le président confirme ce qu'il a dit. Il a dit 2 fois, le 29 juillet quand il annonçait sa candidature à la présidentielle, et puis le lundi 8 décembre quand il prêtait serment, il a parlé d'un mandat qui sera celui d'une transmission générationnelle. Donc on attend la confirmation de cette promesse en griffe, mais en même temps, je pense que quand le président Ouattara le dit, il ne fait pas allusion qu'au gouvernement. Parce que, si vous le savez mieux que moi, à plusieurs reprises, quand il a voulu changer certaines choses, il l'a fait non seulement au sein du gouvernement, mais aussi à la tête de certaines entreprises publiques et d'autres compartiments de la société ivoirienne. Donc moi, je m'attends de façon progressive, un peu comme Josias l'a dit, d'abord au sein du gouvernement, avec quelques nouvelles figures qui vont arriver progressivement, et puis, bien entendu, au sein des entreprises publiques d'autres secteurs qui sont gérés tous les jours dans la vie des Ivoiriens. Mais ce serait quand même un signal fort que de nouvelles figures, surtout jeunes, puissent intégrer cette équipe gouvernementale qui sera composée sur proposition du nouveau Premier ministre, afin d'envoyer un signal fort
non seulement à la jeunesse ivoirienne elle-même, qui souvent se pose beaucoup de questions, certains qui disent que nous sommes souvent dans un système de gérontocratie avec des anciens qui ne partent presque jamais. Et donc le président Ouattara, je sais qu'il entend souvent ces critiques-là et saura prendre les décisions qu'il faut. Par contre, s'il y aura beaucoup de changements, je ne pense pas. Il a travaillé depuis qu'il est à la tête de ce pays, depuis 2011, à créer un parti de rassemblement. Et ce parti de rassemblement s'appuie sur des figures de toutes les grandes régions du pays. Et quand on regarde dans toutes les grandes régions du pays, même à ces dernières législatives-là, c'est vrai qu'il y a de nouvelles figures comme notre aîné Guillaume Bato que nous félicitons, mais tous les anciens, les cadres, les teneurs de ces régions-là sont pour la plupart partis à ces élections et ont réussi à se faire élire. Et donc, ça sera difficile, je pense, pour le président de se passer de ces figures importantes-là. Guillaume Bato, avant d'aller au journal NCI News tout de suite, une dernière question pour vous avant cette pause. Est-ce que, enfin on entend dire dans les coulisses qu'un parti de l'opposition essayerait de faire des tractations pour se rapprocher du RHDP. Est-ce que vous, de votre œil de journaliste, vous pensez que c'est le genre de choses que le président Ouattara peut oui, je pense qu'avec entrevoir avec le président Ouattara, il ne faut pas être surpris. D'abord, je crois que c'est Alassane qui l'a dit. Le président a inscrit son action depuis son arrivée dans le rassemblement des Ivoiriens. Et il a même dit dans son discours, dans la diversité et la tolérance. Donc, sur cet aspect, ça, je crois que la balle est plutôt dans le camp de ce parti d'opposition qui doit, tu vois, avoir le message pour ses militants pour assurer sa base. Sinon, du côté du président, je crois qu'il n'y a pas de dogme. Le président a toujours voulu travailler avec l'ensemble des Ivoiriens. Il a fait avec la coalition qu'il a portée au pouvoir en 2010-2011, c'est-à-dire le RHDP, qui était d'abord une coalition en plus qui a évolué en parti unifié. S'il y a des partis de l'opposition qui veulent revenir autour de la République dans un souci d'apaisement du climat social et du climat politique, je crois que ce serait une bonne chose. Donc moi, ça ne me surprendrait pas. C'est vrai qu'on voit beaucoup de débats sur les réseaux sociaux, mais heureusement que la politique ne se fait pas que sur les réseaux sociaux et que ne se fasse surtout pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est le président qui appréciera et les forces politiques en présidence devront faire des choix. Je pense que notre pays a besoin aujourd'hui de stabilité, de se concentrer sur les principaux défis. On a parlé de défis sécuritaires, défis sociaux, défis économiques. Et pour passer ce cap important d'ici 2030, si les partis d'opposition acceptent de rejoindre le gouvernement, ce serait plutôt une bonne chose. Vous nous direz si vous accepterez de rejoindre le groupe parlementaire RHDP. Ce sera au cours de l'entretien qu'on va avoir tout à l'heure. On va marquer une courte pause, aller à NCI News et revenir pour poursuivre le décryptage de l'actualité. Être fan, ça commence avant même les premiers pas. C'est faire de chaque moment une célébration. Chez toi, tu es roi. Tes couleurs règnent, ton territoire, tes règles. Et parfois vivre des moments intenses. Peu importe tes couleurs, peu importe ton équipe, le bonheur se vit pareil, se partage pareil. Padoa, le foyer de tous les supporters africains. Parce que nos histoires méritent d'être racontées avec passion et nos talents célébrés avec grandeur. Parce que l'heure est venue de voir notre histoire. Quand on signe un pacte avec le diable, il faut s'attendre à tout. Notre culture, nos talents briller au premier plan. NCI donne vie à l'imagination ivoirienne. Je t'ai pas dit que je ne vais plus te voir chanter. Papa, je n'étais pas en train de chanter. Tais-toi là-bas, tu es insolent. Découvrez des productions originales, audacieuses et captivantes, produites pour vous par votre chaîne préférée. Drame, rire, émotions fortes, le meilleur des séries ivoiriennes s'installe chez vous. Bienvenue dans NCI Création, votre nouveau rendez-vous dédié exclusivement aux séries ivoiriennes. Retrouvez NCI Création à partir du 19 janvier 2026, du lundi au vendredi à 21h30. Le meilleur des séries ivoiriennes, ça se passe ici. Alassane Drabo s'est retrouvé de l'autre côté du studio pour nous présenter les news. C'est parti.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce mardi, cette audience économique du vice-président de la République, Tiemoco Médiékoné, a échangé avec une délégation du Fonds arabe de développement, venue lui rendre compte de son partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement. Les forces armées de Côte d'Ivoire ont officiellement lancé le programme de partenariat des États avec la Garde nationale de Pennsylvanie, une nouvelle étape de la collaboration sécuritaire entre les États-Unis et notre pays, avec pour objectif le renforcement des capacités opérationnelles, la formation et la coopération militaire. Et puis l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. L'OMS estime que le retrait des États-Unis, décidé par Donald Trump, menace gravement la santé mondiale, y compris celle des Américains eux-mêmes. Le vice-président Tiemoco Médiékoné en audience économique ce mardi. Il a reçu une délégation du Fonds arabe de développement venue lui présenter l'état d'avancement de son partenariat stratégique avec le groupe de la Banque africaine de développement. Un partenariat décidé, vous allez le voir, à accélérer les investissements dans les secteurs prioritaires de l'économie ivoirienne. Pierre Dipomela. Le groupe de coordination arabe et le groupe de la Banque africaine de développement ont récemment signé un partenariat stratégique pour accroître les investissements en Afrique à travers une nouvelle approche. Les deux institutions financières ont présenté officiellement ce nouvel accord au vice-président Tiemoco Médiékoné, tout en déclinant l'intérêt de ce partenariat pour l'Afrique et plus particulièrement pour la Côte d'Ivoire, notamment des investissements importants dans les secteurs paritaires. C'était aussi l'occasion d'évoquer les priorités de la Côte d'Ivoire. Ces priorités sont actuellement, telles qu'elles ont été discutées aujourd'hui, 4 priorités. Elles concernent le secteur minier, elles concernent le secteur des infrastructures, elles concernent l'agriculture et le développement urbain. Le groupe de coordination arabe souhaite que, dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle approche de partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement, que la Côte d'Ivoire soit le premier pays où cette nouvelle approche soit mise en œuvre. Le groupe de coordination arabe en 2023, lors de la conférence économique arabo-africaine, avait envisagé d'investir 50 milliards de dollars en Afrique d'ici 2030. Ce partenariat stratégique avec le groupe de la Banque africaine de développement s'inscrit dans cette ambition. Et toujours ce mardi, les forces armées de Côte d'Ivoire ont officiellement lancé le programme de partenariat des États avec la Garde nationale de Pennsylvanie, une nouvelle étape dans la collaboration sécuritaire entre les deux pays, saluée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebiraima Ouattara, et l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles, la formation et la coopération militaire face aux défis sécuritaires. Salif Yalekoué, Eric Kimou. Hôtel des armées. La Côte d'Ivoire et les États-Unis scellent un nouveau partenariat militaire. Le programme de partenariat des États, SPP, State Partnership Programme, entre les forces armées de Côte d'Ivoire et la Garde nationale de l'État de Pennsylvanie et la Garde nationale de l'État de Pennsylvanie a été lancé. Une nouvelle étape de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le State Partnership Program est une initiative du département de la guerre des États-Unis qui associe les gardes nationales américaines à des nations partenaires à travers le monde, dans le but de bâtir des relations de sécurité durables et mutuellement bénéfiques. Notre objectif commun est de poursuivre la professionnalisation et la modernisation des forces armées ivoiriennes, en mettant l'accent sur le renforcement de la confiance entre civils et militaires. Et la Garde nationale de Pennsylvanie apporte son expertise et son expérience, prête à partager les meilleures pratiques et à apprendre en même temps de ses partenaires ivoiriens. Président les travaux, le ministre d'État, ministre de la Défense sortant du gouvernement ivoirien, a salué les bonnes relations avec une implication de l'ambassadeur des États-Unis, Jessica Davis, qui achève sa mission en terre ivoirienne. Le partenariat avec la Garde nationale de la Pennsylvanie constitue une étape majeure dans le renforcement de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Il incarne une convergence de valeurs et d'intérêts communs. Il ouvre la voie
à une coopération multidimensionnelle, militaire, institutionnelle, économique et culturelle entre nos deux pays. Dans le domaine spécifique de la défense, ce partenariat vient consolider l'ensemble des initiatives et actions de collaboration entre les forces armées de Côte d'Ivoire et les forces armées américaines, notamment en matière de formation, d'équipement et de renseignement. Ce programme permettra à nos forces armées de bénéficier d'un accompagnement structuré, d'un partage d'expertise et d'une interopérabilité accrue avec les forces américaines. La Garde nationale de Pennsylvanie apportera son expertise et son expérience pour renforcer les capacités des forces armées de Côte d'Ivoire. Ceci était certainement l'une des dernières activités de l'ambassadrice Jessica Davis-Ba. La chef de la représentation diplomatique américaine dans notre pays est en fin de mission. Avant son départ de Côte d'Ivoire, la diplomate a été élevée au rang de commandeur dans l'ordre national lors d'une cérémonie officielle au ministère des Affaires étrangères. Une distinction qui salue l'engagement actif de Jessica Davis-Ba pour le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Reportage Tiemedonje, Tanguy Kona. Ministère des Affaires étrangères. Dans les locaux, des membres du gouvernement sortant aux côtés d'acteurs et partenaires de la diplomatie ivoirienne. Tous venus honorer l'ambassadrice américaine Jessica Davis-Ba, en fin de mission à la tête de la représentation diplomatique américaine dans le pays. Une ambassadrice désormais commandeur dans l'ordre national, mais aussi reine à Caen, avec tous les insignes rattachés à ce titre coutumier. À terme, une diplomate comblée. Avant son départ du pays, elle met en exergue les acquis de la coopération entre les deux pays, en poste à Abidjan. Cette période a été marquée par des avancées extraordinaires et significatives dans tous les secteurs, dans toutes les régions. C'était vraiment pas seulement les symboles, mais les actions concrètes entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, entre le peuple américain et le peuple ivoirien. Et je suis tellement fière de ce que nous avons pu faire ensemble. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de notre chemin parcouru. Et nous regardons aussi vers l'avenir, à un avenir radieux. Et les États-Unis demeurent pleinement engagés à travailler aux côtés de la Côte d'Ivoire et au peuple ivoirien pour relever nos défis communs, saisir des nouvelles opportunités et bâtir un avenir de paix et d'une prospérité partagée. Fruit de la disponibilité et du sens du dialogue de l'ambassadrice Jessica Davis-Ba, l'excellente coopération ivoiro-américaine, faut-il le souligner, concerne plusieurs secteurs dont le développement des infrastructures, avec entre autres l'échangeur de Koumassi, et l'économie avec des échanges commerciaux montés de 1,6 milliard de dollars en 2024, mais aussi et surtout la sécurité avec la formation des forces armées et la lutte contre le terrorisme à travers l'Académie de Jacquesville. Autant de bons points de son passage en terre ivoirienne. Dans un autre chapitre, la Chambre nationale des métiers passe à l'action. Ce mardi, elle a lancé une vaste opération de contrôle et d'immatriculation des artisans sur toute l'étendue du territoire national. Objectif, mieux organiser un secteur qui compte déjà près de 4 millions d'acteurs, alors que plus de 30 000 artisans sont déjà enregistrés dans le registre officiel. Une démarche destinée à structurer les métiers, protéger les artisans et mieux valoriser leur contribution à l'économie ivoirienne. Moussani Kema, Omar Gansouré. Dans le cadre de la mise en œuvre effective des dispositions relatives à l'artisanat, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire a procédé ce 13 janvier au lancement de l'opération de contrôle et d'immatriculation des artisans sur l'ensemble du territoire national. Une opération qui permettra le recensement effectif de ces acteurs. Toute personne physique qui exerce une activité de l'artisanat ayant la qualité d'artisan, au sens de la loi, doit obligatoirement être immatriculée au registre des métiers et détenir une carte professionnelle d'artisan par la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Toute entreprise sous forme de SARL, de GIE ou des sociétés coopératives exerçant une activité de l'artisanat doit également être déclarée et immatriculée au répertoire des entreprises artisanales. Les apprentis
artisans et compagnons artisans sont aussi soumis à cette obligation d'identification. Nous voulons un secteur de l'artisanat moderne, professionnel, performant, car il ne peut y avoir de développement durable du secteur de l'artisanat sans discipline, ni structuration sans règles respectées. L'opération permettra à la fois de faire respecter la réglementation en vigueur, mais aussi d'offrir aux acteurs non encore enregistrés la possibilité de s'immatriculer. Il s'agit donc de faire en sorte que désormais, dans le secteur-là, qu'on voit la bonne graine et qu'on mette de côté l'ivraie. Donc il faudrait bien que nous fassions l'effort de nous-mêmes contribuer à assainir et à rendre compétitif notre secteur d'activité. Je vous invite au nom de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie à faire cet effort d'aider la Chambre nationale de métiers à encadrer au mieux votre secteur d'activité. Bamba Kassoum affirme qu'environ 30 000 artisans sont déjà recensés sur une population qui pourrait avoisiner les 4 millions d'artisans. À travers sa brigade de contrôle, la Chambre espère enrôler l'ensemble des acteurs afin de structurer au mieux le secteur. Je vous le disais en titre, l'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Le retrait des États-Unis, selon l'OMS, décidé par Donald Trump, menace gravement la santé mondiale, y compris celle des Américains eux-mêmes. Un désengagement qui fragilise la lutte contre les pandémies, la vaccination et la surveillance sanitaire internationale. La précision de Mina Touré. Le 20 janvier 2025, quelques heures après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a signé un décret ordonnant le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Une procédure d'1 an qui doit s'achever la semaine prochaine. Depuis Genève, le patron de l'OMS alerte sur les conséquences de ce retrait. Ce n'est donc pas vraiment la bonne décision. Je tiens à le dire sans détour. Car je pense que l'OMS accomplit beaucoup de choses qui profitent aux États-Unis et que seule l'OMS peut accomplir, notamment en matière de sécurité sanitaire. C'est pourquoi j'ai dit que les États-Unis ne peuvent pas être en sécurité sans collaborer avec l'OMS. Pour Tedros Adhanom Ghebreyesus, cette décision met en danger la sécurité sanitaire mondiale, y compris celle des États-Unis. Il s'agit de coopération. Il s'agit de solidarité. La meilleure immunité, c'est la solidarité. C'est dans l'intérêt des États-Unis, c'est dans l'intérêt du reste du monde. Il ne s'agit donc pas d'argent, et je ne veux pas que cela soit perçu comme tel. Je ne dis pas que l'argent n'a pas d'importance, mais ce qui importe le plus, c'est la solidarité, la coopération et le fait que le monde entier se prépare à toute éventualité face à un ennemi commun comme un virus, comme la Covid, que nous avons connu. Sur le plan juridique, l'OMS précise que le retrait américain reste conditionné au respect d'un préavis d'1 an et au paiement intégral des cotisations, dont certaines restent en retard. Puisque nous parlons des États-Unis, sachez que le pays de Donald Trump a annoncé ce mardi la livraison de matériel militaire critique à ses partenaires nigérians, destinés à renforcer les opérations contre les groupes terroristes et les bandes armées dans le nord du pays. Selon Africom, le commandement militaire américain en Afrique, cet appui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat sécurisé, renforcé entre Washington et Abuja, et vient soutenir les forces nigériennes dans leur lutte contre les insurgés. On retrouve Mina Touré. Selon le commandement américain pour l'Afrique, des fournitures militaires essentielles ont été remises aux forces nigérianes à Abuja, sans que la nature exacte de l'équipement ne soit précisée. Cette livraison s'inscrit dans le cadre du partenariat sécuritaire entre les deux pays. Le jour de Noël, Washington avait mené des frappes de drones contre des combattants liés à l'État islamique dans l'État de Sokoto, au nord-ouest, une zone inhabituelle pour l'insurrection djihadiste, surtout concentrée dans le nord-est. Ces frappes faisaient suite aux offensives diplomatiques du président Donald Trump, qui accusait certains groupes armés nigérianes de persécuter les chrétiens, accusation rejetée par Abuja. Depuis 2009, le Nigeria lutte contre une insurrection djihadiste et des bandits armés dans le nord. Depuis janvier, Abuja a annoncé le renforcement de sa coopération sécuritaire avec Washington, s'appuyant désormais sur les vols de reconnaissance américains pour ses propres frappes. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Le bloc info se poursuit sur NCI avec la quotidienne info qui reçoit ce soir le journaliste et désormais député Guillaume Bateau. Excellente soirée.
4 nations, 2 places, un sacre. Ce mercredi, demi-finale Cannes Total Energy Maroc 2025. Il y a quand même tous les ballons. Attention. C'est bien arrivé dans les pieds de Osimhen. Caviar va dans les pieds. Oh oui, ce ballon dans la surface de premier centre. Oh, ce ballon relâché. Sénégal-Égypte à 17h. Prise d'antenne à 16h. Nigeria-Maroc à 20h. Prise d'antenne à 19h. Exceptionnel, encore une fois, Dayoub El Kabi qui a l'équilibre par Fonda, qui est revenu de l'attaque. Bruno, on va envoyer ce centre. À la réception. Demi-finale Cannes Maroc 2025, c'est ce mercredi en intégralité sur NCI. Avec la Cannes, on gagne cash sur NCI. Chaque jour, jouez tente de gagner 100 000 francs CFA. Et oui, 100 000 francs CFA à gagner chaque jour. Pour jouer, c'est simple. Envoie Maroc par SMS au 98 102. Joue pour augmenter tes chances de gagner 100 000 francs CFA cash tous les jours. Résultat chaque soir dans le journal de la Cannes à partir de 22h10. Avec la Cannes, on gagne cash sur NCI. Télécharge ton appli MyNCI pour regarder sur ton mobile tous tes programmes de NCI en direct ou en replay. De retour sur le plateau de la quotidienne info après les news présentées par Alassane Drabo, lequel nous a rejoint d'ailleurs sur ce plateau pour poursuivre le décryptage de l'actualité. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous avons pour invité de la quotidienne honorable Guillaume Bato, député de Danané, qui nous fait l'honneur d'adresser sur ce plateau ses premiers mots en sa qualité de député. Guillaume Bato, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, racontez-nous un peu cette histoire de journalisme qui vous a amené des salles de rédaction à l'Assemblée nationale. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, Guillaume Bato? Je suis bien entendu content et fier du parcours que nous avons eu, de nos équipes et surtout de nos parents de Danané. Je disais à certains amis que c'est une victoire collective, une victoire de tout le peuple de Danané qui souhaitait un changement, qui souhaitait se voir représenté à l'hémicycle avec des personnalités, moi-même et mon colistier, mon jeune frère, Dr Soumarou Souleymane. Donc, 2 personnalités au profil complémentaire. Dr Soumarou, économiste, PhD en économie, un ancien de la Banque mondiale et de la BCAO. Et puis moi-même, journaliste, syndicaliste, comme vous l'avez dit. Donc, très, très heureux pour nos parents, parce que nous allons donner... la première chose, d'abord, c'est la visibilité à ce territoire-là, qui, malheureusement, connaît beaucoup de difficultés. Et puis, nous allons nous engager, pendant les 5 années qui viennent, à travailler, à faire le plaidoyer auprès des autorités pour que Danané puisse bénéficier des investissements publics à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de ses attentes, des attentes de nos populations. Donc, on est plutôt serein, tranquille. On pense que nous avons un mandat clair, qui est un mandat d'appui à tout ce qu'il y a comme action en faveur du développement de Danané, à commencer par la région du Nemba, que nos parents espèrent, avec beaucoup d'attentes. Nous allons essayer de plaider auprès des autorités pour que... Parce que cette grande région du Tonkwi, elle est trop grande. Plus d'1 million d'habitants, une superficie assez large, et surtout, c'est une région accidentée. Donc, nos parents souhaitent que cette région soit au moins coupée en 2, sinon en 3. Et donc, c'est ce plaidoyer que nous allons faire auprès des autorités, auprès du gouvernement, auprès du président de la République, pour que le chef d'État jette un coup d'œil sur cette partie de la Côte d'Ivoire qui attend beaucoup de lui, parce qu'elle espère aussi participer au progrès qui se fait depuis plus de 15 ans dans notre pays. Guillaume Bato, cette victoire aux législatives 2025, vous y avez cru? Ah oui. Vous avez annoncé votre candidature, on vous a vu faire une campagne de proximité comme jamais on les a vus à l'intérieur du pays. On vous a vu sur des motos, en train d'arborer les pistes les plus difficiles. Et vous avez essuyé une vague de railleries, de critiques. À aucun moment vous n'avez douté? Non, parce que les gens ne me connaissent pas. En vérité, le problème que beaucoup de nos compatriotes ont,
et ils ont des appréciations superficielles. Ils ne me connaissent pas parce que, d'abord, je ne me laisse jamais démonter par les réseaux sociaux. Par le camp, dira-t-on? Oui, parce que les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel qui n'a rien à voir avec la réalité. Et ceux qui me connaissent savent que je travaille sur ce projet depuis au moins 27 ans. Ah oui, parce que les gens voient le Guillaume Bateau syndicaliste, le Guillaume Bateau journaliste, mais j'ai toujours été à côté du journaliste et du syndicaliste, un homme politique dans l'année, et tout le monde le sait. Donc nous, quand nous avons, après donc, tout le parcours que je vous ai expliqué, en 2021, décembre 2021, quand nous avons décidé d'être candidats avec nos équipes, on a travaillé et la première consigne que nous avons donnée à nos équipes, on ne parle pas de ce que nous faisons. On ne parle pas de ce que nous faisons, donc les gens ne nous ont pas vu venir. Et je crois que c'était une stratégie plutôt payante. Et puis après, quand on a décidé de parler, parce qu'on était à la veille de l'élection législative, avec ces visites à moto dans les villages de la sous-préfecture de Dalleux, nous, on riait plutôt des moqueries, parce que les gens nous ont rendu service sans le savoir. En rendant cette vidéo virale, ils ont plutôt... renforcer votre visibilité. Oui, non seulement renforcer notre visibilité, mais créer la sympathie des populations qui disent « Ah, voilà, Guillaume, au moins, voilà quelqu'un qui va faire qu'on va parler de nous. » Et ça nous a été plutôt... Et qui va se rapprocher de nos réalités. Non seulement il va se rapprocher, mais qui va parler de nous, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Et ils se sont dit, on a des difficultés extrêmes, on a des villages qui sont inaccessibles, à telle enseigne que nos parents, nos populations sont obligés de transformer leurs morts en moto, parce que quand on a des décès à ce point. Ah oui, malheureusement, quand vous avez un décès à Danané et qu'aucun véhicule ne peut aller dans la sous-préfecture de Dalleux, nos parents, malheureusement, sont obligés de porter les corps à dos des motaristes pour les envoyer au village. Donc, toutes ces situations, ils voyaient enfin quelqu'un, un de leurs, qui, grâce à son action, rendait cette situation visible. Parce qu'ils savent que c'est l'État central qui peut faire les investissements nécessaires et cette visibilité, ils en avaient besoin. Donc, ceux qui nous ont raillés, nous ont plutôt rendu service et moi, je leur dis merci. Merci parce que je souhaite qu'ils continuent de nous railler comme ça va nous permettre d'avoir 3 mandats. Josias? Oui, tout à l'heure, j'ai comme l'impression que c'était une contradiction. Peut-être que vous allez me corriger. Vous avez signifié que la politique ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Et en même temps, vous avez dit tout à l'heure que c'est grâce aux réseaux sociaux que vous avez réussi à vulgariser une situation dans votre localité. Du coup, je me demande... Non, je ne dis pas grâce. Vous savez, d'abord, ceux qui ont utilisé les réseaux sociaux voulaient plutôt nous décrédibiliser. En fait, ce que je veux dire, l'objectif, c'était de nous décrédibiliser avec un argument fallacieux. Oui, Guillaume dit sur tous les plateaux que le bilan du président Ouattara est inattaquable. Comment se fait-il que dans sa région, il n'y a pas de route? D'abord, je n'avais jamais dit que le bilan du président était inattaquable. J'ai dit que le bilan du président était bon, même très bon. Même un bilan qui est bon, il y a des choses à dire. Donc, ça n'a jamais été ma posture. En même temps, je dis que pour ceux qui voulaient nous déconstruire, en le faisant, ils allaient impacter l'opinion de nos électeurs. Et c'est pas ça. Parce que dans les villages, dans les quartiers de Danané, ceux-là, ils ne s'en tiennent pas à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ils voient Guillaume qui vient vers eux, qui discute avec eux, qui pose des vrais problèmes et qui leur propose des solutions. Parce qu'on avait quand même un projet. On n'est pas parti comme ça, on avait un projet. D'abord, 1, la création de la région du Nemba. 2, la question de l'autonomisation des femmes. 3, les questions de désenclavement qui préoccupent très fortement nos populations. 4, la question de l'école. Parce que figurez-vous qu'encore à Danané, nos parents continuent de se cotiser pour construire des salles de classe au XXIe siècle. Et 4, enfin, la question de la cohésion sociale. Parce que vous savez que notre région a été fortement impactée par la crise de 2002 jusqu'à 2011 et par les autres crises successives. Il y avait des tensions entre les communautés. Et justement, notre candidature avec celle du Dr Soumaoro avait pour objectif de ressouder ces liens entre les communautés allogènes, notamment malinquées et les communautés autochtones. Et je crois qu'on a plutôt bien réussi. Il n'y a pas de contradiction. Alors, vous êtes journaliste, donc vous avez observé, journaliste politique, vous avez observé pendant toute votre carrière le milieu de la politique, et vous prenez la décision en 2021 de devenir donc candidat aux législatives de 2025. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui vous fait dire, Guillaume, c'est le moment, il faut que tu te lances dans la mare? Alors, ce qui fait le déclic, c'est je veux dire que je suis passé au niveau de professionnel, j'ai été longtemps chef de service politique, etc. Quand j'étais nommé directeur de la rédaction, parce que aussi, il faut le savoir, pour construire ce travail, il faut des moyens. J'ai vu que entre guillemets, mon salaire a augmenté, donc ça me permettait au moins de louer des motos pour aller au village.
d'abord pour avoir des véhicules, aller régulièrement. Donc c'était ça, parce que il fallait assurer une présence régulière. Et depuis 2021, pratiquement tous les mois, à lycée, très souvent, et me demandait, mais Guillaume, tu viens, je suis au village, je suis à Delané. Donc, pendant Donc, toutes les fois où les téléspectateurs et internautes ont réclamé Guillaume Bato sur le plateau de NCI 360 qu'il n'était pas là, il avait commencé la campagne depuis l'époque. Voilà, donc c'est un peu ça. À partir de ce moment, je pensais que les revenus que j'avais pouvaient me permettre de conduire une campagne, certes modeste, mais efficace sur le long terme. Donc, à partir de ce moment, je pensais qu'on pouvait y arriver et on a organisé les équipes pour. Alamine ? Déjà, félicitations, cher aîné. Merci. Beaucoup ne s'attendaient pas, mais lorsque on entend que depuis 27 ans, vous êtes sur le terrain, normalement, ça n'étonne pas. C'est la suite logique d'un travail constant. La question que je voudrais poser aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer en politique. Vous, aujourd'hui, vous venez d'une expérience électorale qui s'est soldée par une victoire. Quelle est la plus grande leçon que vous pouvez donner aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne pour ceux qui veulent se lancer pour une élection, qu'elle soit législative ou municipale? D'abord, il faut avoir un objectif clair. Il faut avoir un cap et s'y conformer. Il faut dire que chacun d'entre nous, chaque citoyen ivoirien qui veut s'engager en politique peut y arriver, à condition de s'organiser et de faire les sacrifices pour. Parce que ça aussi, c'est ça. Vous ne pouvez pas espérer être un élu si vous ne faites pas les sacrifices. Et moi, il m'arrivait d'aller à Danané avec pratiquement tous les revenus de la famille pour une période. Parce que c'est ça qu'il faut. Et puis, s'organiser. Et cela se fait aussi sur du long terme. Parce qu'il faut... C'est vrai, il y a des acteurs qui arrivent et qui profitent du contexte général pour pouvoir gagner, mais il faut travailler sur du long terme. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est quasiment 27 ans. C'est un travail sur le long terme, du très long terme d'ailleurs. Ensuite, il faut, le moment venu, je pense qu'il faut s'entourer d'une équipe. Parce que vous ne pouvez pas seul y arriver. Il faut une équipe en qui vous avez confiance, qui a confiance en vous. Et puis, je pense que tous et chacun d'entre nous peut se faire élire partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Guillaume Bato, pardon, il y a quelques mois, votre aventure au journal Notre Voix, dont vous étiez le directeur général, prenait fin. Vous avez lancé en avril, me semble-t-il, en avril 2025, le journal Liberté. Aujourd'hui, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'aventure de Liberté va s'arrêter en si bon chemin? Non, pas du tout. Liberté, c'est, comme disent les gens, c'est mon bébé, c'est l'aboutissement de toute une carrière. Je rappelle quand même que je suis dans la presse depuis 30 ans, donc depuis juillet 95, commencé donc comme stagiaire à l'Agence ivoirienne de presse. Et pour moi, ce projet-là, c'était un défi personnel. Parce que vous l'avez dit, je suis arrêté à la tête de Notre Voix, d'abord directeur en décembre 2021, puis directeur général en juillet 2023. Et pour des raisons qui étaient propres à mes anciens patrons, ils m'ont débarqué vraiment de la façon la plus méchante, entre guillemets. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, on a eu beaucoup de débats, alors qu'on a pris le journal dans l'abysse. Je rappelle toujours que quand je prenais fonction comme directeur général de Notre Voix, quand on a fait la passation de charge, il y avait 60 000 francs. Dans la caisse? Dans la caisse. 15 000 francs dans la caisse et 45 000 francs sur le compte en banque. J'en suis parti, je laissais un total de 23 millions de francs CFA. Alors, des gens estimaient que parce que j'avais été syndicaliste, je ne pouvais pas tenir une entreprise. J'avais fait mes preuves. Et les arguments qui avaient été utilisés contre moi étaient plus des arguments politiques et qui n'avaient rien à voir avec le travail technique que j'ai fait. J'ai voulu montrer à travers la création de Liberté que j'étais aussi un technicien et manager. Je pense que Liberté se porte plutôt bien. Je pense que normalement, ma position de député aujourd'hui devait pouvoir aider le groupe, parce que nous avons l'intention d'en faire un grand groupe de presse. Nemba Édition? Nemba Édition, oui, c'est le nom de l'entreprise, mais comme l'intelligent d'Abidjan, de notre aîné Alafi, pourquoi pas. Et je pense qu'on va plutôt travailler. On a fait une réunion quand je suis revenu de campagne avec les équipes. Je suis plutôt rassuré. On va travailler pour que Liberté se maintienne dans le giron des médias, la presse écrite, mais on va évoluer vers le digital. Et notre prochaine ambition, c'est d'avoir une radio, donc Radio Liberté, pourquoi pas dans 1 ou 2 ans. Et puis, peut-être, pourquoi pas un jour, une web télé et une autre télévision, pourquoi pas.
Beaucoup d'internautes aussi se posent la question de savoir est-ce qu'on verra Guillaume Bato dans des émissions de débat, je suis là. Donner son point de vue. Vous m'avez invité aujourd'hui, je suis là. Oui, mais il ne faut pas se couper il faut savoir d'où on vient. Je crois que cette élection aussi, NCI est pour beaucoup. Il ne faut pas faire la fine bouche. Notre présence sur les plateaux de NCI, les débats que nous avons eus ici, notamment pendant la période de 49, 3 je ne sais plus. 49 soldats, la crise avec le Mali. Tout ça a contribué à créer un peu de sympathie dans la population de façon générale, mais surtout à Danané. Et j'ai vu que ça a eu un impact. Donc, on ne change pas une équipe et une méthode qui gagne. Je crois que Guillaume Bato, c'est d'abord l'homme de NCI 360 et des plateaux télé, des plateaux radio. Le député, parce que aussi, c'est un atout. On va essayer de transposer les débats parlementaires aussi sur les plateaux. Quand ça coince un peu, on va venir continuer le débat sur les plateaux télé. Je crois que ça va plutôt... Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ne disparaissez pas des plateaux télé. Je peux les rassurer aujourd'hui, je serai présent et à l'hémicycle et sur les plateaux pour continuer d'animer le débat public parce que c'est notre seule façon de contribuer à faire progresser notre démocratie dans notre pays. Alors, pour m'inspirer d'une citation connue, je formulerai la prochaine question de la façon suivante. Les députés indépendants qui restent indépendants, on en cherche. Les députés indépendants qui vont vers les partis politiques traditionnels, on en trouve beaucoup. Guillaume Bato, élu à l'Assemblée nationale, ira-t-il vers le groupe parlementaire RHDP ou restera-t-il indépendant? Non, je pense que d'abord, le RHDP n'en a pas besoin. Ils ont 197 députés, un de plus ou un de moins, ça ne changerait pas grand-chose. Non, nous avons décidé de rester indépendants, conformément à notre engagement vis-à-vis de nos populations de Danané, vis-à-vis aussi de nos partenaires politiques. À titre personnel, je suis membre de la direction du courant Démocratie et Valeurs du Front populaire ivoirien, qui est en partenariat avec RHDP. Donc, de ce côté, je n'ai aucun problème. Nous avons travaillé, on fait campagne pour le président Alassane Ouattara, nous avons fait campagne en tant qu'indépendants, et cette proximité avec le RHDP aussi nous a été utile. Donc, à l'Assemblée, nous allons essayer de construire, nous travaillons déjà à construire un groupe parlementaire qui sera un groupe d'indépendants, comme je le dis à certains collègues avec qui on a déjà discuté, un groupe qui ne sera pas un groupe d'opposition, ni un groupe de participation, mais qui sera un groupe de contribution. Nous voulons un groupe de contribution, d'abord pour animer le débat parlementaire, parce que nous sommes des démocrates et que nous ne souhaitons pas le parti unique. Alors, nous sommes battus contre le parti unique pendant longtemps, mais en restant des partenaires à l'Assemblée nationale pour enrichir le débat parlementaire, pour aussi faire des propositions quand cela sera nécessaire, pour contribuer. Et je crois qu'on a beaucoup de collègues déjà qui sont d'accord sur cette ligne-là, que nous allons essayer de suivre, parce que ce serait dommage qu'on en soit à un face-à-face entre le RHDP et le PDCI. On a un bon groupe d'indépendants qui a envie aussi de contribuer au débat parlementaire, d'enrichir le débat démocratique. Et je crois que c'est dans cette direction que nous allons travailler dans les jours et les semaines à venir. Très bien. Alassane? Est-ce que vous ne vous prononcez pas assez tôt sur cette question? Vous dites tout à l'heure que vous êtes membre de la direction du courant Démocratie et Valeurs du Front populaire ivoirien. Et si, à l'unanimité, le courant Démocratie et Valeurs du FPI décidait justement que tous ses membres rejoignent le RHDP. Parlementaire RHDP. Ce n'est pas possible parce que je lui ai dit, notre vocation, ce n'est pas de recréer le parti unique. Le courant Démocratie et Valeurs du FPI a vocation à prendre la direction du FPI. Parce que nous sommes séparés de la direction du FPI sur un choix stratégique que nous avons jugé mauvais. Et les faits nous ont donné raison. Parce que le partenariat, je le dis clairement, le partenariat RHDP a été aussi pour beaucoup dans notre élection. Et aujourd'hui, on voit que le FPI se vide. Beaucoup de camarades quittent le parti, quittent la direction du parti, parce que la ligne adoptée par le camarade président Afin Guessan est une ligne, lui-même l'a reconnue. C'est pas moi qui le dis, il a dit l'opposition a échoué. Mais dans l'opposition, il y a le FPI qui a échoué. Donc, nous, ce que nous attendons faire dans les prochains jours, c'est de faire en sorte que le président Afin, ayant constaté lui-même son échec, en tire les conséquences, donc quitte la direction du parti et provoque un congrès extraordinaire au cours duquel nous espérons prendre la direction du parti pour le réorienter, pour le ramener dans le partenariat avec le RHDP, pour pouvoir permettre aux militants d'espérer des changements positifs, y compris dans notre contribution au débat démocratique, y compris dans notre contribution à la cohésion sociale conformément à la lettre et à l'esprit du partenariat qui a été signé le 2 mai 2023. Donc nous, la direction, j'ai rencontré hier
le président Issaka Sangaré et plusieurs membres de la direction du courant. Je crois qu'on est plutôt sur la même longueur d'onde. Et il ne s'agit pas de rejoindre le RHDP pour créer les conditions de parti unique, mais de faire en sorte que le courant prenne la direction du FPI et que ce nouveau FPI soit le moteur de la renaissance de la gauche en Côte d'Ivoire. Juste pour comprendre, en quoi est-ce que le partenariat avec le RHDP vous aide-t-il dans votre victoire à Danané? Était-ce un appui financier? Oui, déjà parce que le RHDP, je ne parle pas des candidats ou de la direction, mais la base du RHDP, ne nous voyons pas. Parce que vous étiez face à un candidat RHDP que vous avez battu. Oui, nous avons battu le candidat du RHDP. Il y avait le PDCI aussi qui était en lice. Mais la base sociologique, la base militante du RHDP ne nous voyait pas en adversaire. Au contraire, ils nous voyaient même plutôt plus crédibles en tant que partenaires du RHDP que leurs propres militants, qui, en vérité, avaient déserté la circonscription. Donc, quelque part, notre posture républicaine, notre positionnement vis-à-vis du parti au pouvoir, vis-à-vis du président Alassane Ouattara, a été pour beaucoup dans cette élection, parce que beaucoup de cadres à un certain niveau, je ne parle pas des premiers responsables, je dis des responsables locaux, beaucoup se sont retrouvés dans notre projet, dans notre candidature, et je leur dis merci, parce qu'ils ont compris que pour Danané, il fallait quelqu'un qui, en même temps, a une différence par rapport au parti au pouvoir, mais qui peut être un interlocuteur qui ne serait pas ostracisé par le parti au pouvoir. Tout ça, nous, on l'a plutôt capitalisé, et nous espérons pouvoir le capitaliser pour l'ensemble du Front populaire ivoirien. Alamine, j'aimerais avoir votre analyse sur une situation. Il aurait certainement été un de vos collaborateurs lors de l'animation des débats parlementaires à l'Assemblée nationale. Assalé Timoko, ex-député de la Nation, perd les élections antérieures au niveau de Tia Salé. Donc, au bout d'une longue bataille avec le parti au pouvoir, j'aimerais savoir quelle est votre analyse de la situation. Pas avec le parti au pouvoir, avec le candidat. Avec le candidat voilà, du RHDP. De Tia Salé. Quelle est votre analyse de cette situation, surtout qu'il estimait qu'il avait valablement remporté les élections. Donc, comment vous analysez cette situation? Bon, d'abord, je suis malheureux pour Assalé. Vous savez, c'est un jeune frère. Ça fait qu'on n'a pas toujours été d'accord sur tout, mais je pense qu'il aurait été utile au débat parlementaire et au débat démocratique. Mais je pense que, bon, maintenant, il estime qu'il a gagné. Bon, ça, il faut laisser cela à la commission électorale indépendante et au Conseil constitutionnel qui a tranché. Moi, je suis respectueux des décisions de justice. Le Conseil constitutionnel a tranché. Moi, je pense qu'il n'a pas démérité. Quand même, par le passé, il s'est fait élire et sa victoire lui avait été reconnue. Je crois, déjà, la première fois en tant que maire, je crois que le soutien législatif en 2021 ou je crois en 2023 avait été repris et il avait gagné. Cette fois-ci, il n'a pas gagné. Il estime qu'il a gagné, mais le Conseil constitutionnel a dit que ce n'est pas lui qui a gagné. Je crois qu'il faut s'en tenir au Conseil et qu'il continue de travailler. Je crois qu'il n'y a rien de définitif dans la vie politique. Et moi, j'ai été heureux, par exemple, que quelqu'un comme notre aîné Sia Honoré ait été élu à Fakobli. Il avait été élu député en 90 au Plateau. Aujourd'hui, 30 ans après, il se fait élire encore à Fakobli. Ça vous dire que dans la vie politique, il n'y a rien de définitif tant qu'on continue de travailler. Assalé est utile au débat démocratique. Je ne partage pas toutes ses positions, parce que, il peut toujours continuer de servir et son pays, et ça, il a encore maire, il a encore d'autres tribunes. Je pense qu'il faut qu'il tourne la page législative et se prépare s'il veut revenir en 2030 et qu'il se prépare à revenir, parce que notre pays a besoin d'apaisement après ces élections pour qu'on puisse se concentrer sur l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de défis justement encore devant nous. Dans quelques jours, vous, Guillaume Bato et les autres députés, vous ferez votre retour à l'hémicycle pour un rendez-vous institutionnel majeur, l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, un scrutin très attendu qui marque également l'ouverture officielle de la législature 2026-2030. Je vous propose de voir ce sujet, on en parle juste après. Au soir des législatives du 27 décembre, les résultats définitifs ont donné une large victoire au RHDP avec 197 sièges, soit 34 de plus au Parlement. Un résultat qui conforte le parti dans sa position de majorité absolue à la Chambre basse du Parlement. Pour ces élections, le parti avait aligné le plus grand nombre de candidats. Parmi eux, de nombreux cadres et ministres qui ont réalisé des performances dans leur circonscription. L'ancien vice-président Thiemoko Meïle-Kone à Tafiré, le ministre de la Défense Téné Birahima à Bobo, l'ancien président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo à Yopougon, ou encore l'ancien ministre de la Communication à Koni. Avec 32 sièges, contrairement aux législatives de 2021, le PDCI,
principal parti d'opposition a nettement régressé. Mais il y a aussi de nombreuses candidatures indépendantes. Au terme de ces échéances, 23 indépendants ont été élus. La prochaine échéance est prévue ce 19 janvier, qui verra l'élection du prochain président de l'Assemblée nationale. Adama Bictogo, le président sortant sera-t-il le choix de son parti? Si oui, fera-t-il l'unanimité comme la précédente législature? Et sinon, qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale? Au-delà du président de l'institution, quels seront ses grands projets pour les 5 prochaines années? Assisterons-nous à plus de débats parlementaires? Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir les nouvelles couleurs de la Chambre basse du Parlement ivoirien. Biongwato, vous avez dû voir certainement ce communiqué qui fait office de convocation pour les députés que vous êtes, signé du doyen d'âge des députés, Diawara Mamadou, qui convoque à une séance le vendredi prochain. Selon vous, quels sont les enjeux de cette future législature? Oui, le principal enjeu pour nous, c'est de consolider notre démocratie, parce qu'on a été secoué quand même par la façon dont les choses sont passées, le refus d'une partie de l'opposition de participer au jeu électoral. Donc, au sorti de ces débats, on attend à ce que le Parlement soit le lieu où le débat démocratique se poursuit. Donc, le défi, c'est la stabilité de nos institutions. Le défi, c'est la cohésion sociale pour notre pays. Vous savez que notre pays a à ses frontières beaucoup de défis sécuritaires. Il faut que tous les Ivoiriens, notamment tous les députés, continuent de travailler ensemble pour aider et soutenir le gouvernement sur ces questions qui sont cruciales. Bien entendu, il y a aussi le défi du débat démocratique. Le débat démocratique doit aussi se faire dans les institutions, ne pas seulement se faire en périphérie des institutions. Donc, le PDCI est représenté au Parlement, nous serons au Parlement avec d'autres indépendants. Je ne sais pas s'il y aura d'autres groupes parlementaires, mais il faut que le débat parlementaire continue de nourrir notre démocratie. Et je pense que c'est ça les principaux enjeux. Consolider nos acquis et faire en sorte que la Côte d'Ivoire traverse cette période-là et rentre définitivement dans une ère où la politique ne sera plus rimée avec tension, avec affrontement, avec des morts, mais plutôt que ces 5 prochaines années nous amènent à une Côte d'Ivoire où le débat, les confrontations électorales restent des confrontations fraternelles, des confrontations d'idées, pour que notre pays entre définitivement dans la grande famille des pays démocratiques. Josias? Pour moi, il y a un seul véritable enjeu, celui de la démocratie. Démocratie en ce sens où, aujourd'hui, le RHDP est majoritaire à l'Assemblée nationale. Le rôle de l'Assemblée nationale, pour ne pas dire du Parlement, c'est d'abord de contrôler l'action gouvernementale et aussi faire passer les lois, voter les lois. Si aujourd'hui, le RHDP majoritaire à l'Assemblée nationale est aussi détenteur du pouvoir exécutif, alors que l'Assemblée nationale, qui joue le rôle du Parlement, doit être le contrepoids, on peut entendre que certains contrôles peuvent se faire facilement, pour ne pas dire de façon légère. Il y a aussi l'autre aspect, qui est celui de la loi. On est tous conscients du fait que les nombreuses lois qui régissent la vie du citoyen ivoirien passent par l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de débat au sens contradictoire, parlant de vote, on peut voir facilement des idées provenant du RHDP, par exemple, qui est au niveau de l'exécutif, passer facilement et être validées au niveau de l'Assemblée nationale. On n'aura plus nécessairement ce contre-pouvoir, cette séparation des pouvoirs-là. Donc pour moi, le véritable enjeu, surtout à l'Assemblée nationale, ce sera ça, de réussir à maintenir la démocratie en Côte d'Ivoire, d'autant plus qu'un parti très important comme le PPACI, désormais, pour ne pas dire pendant les 5 prochaines années, ne va pas participer au débat au niveau de l'Assemblée, ce qui est quelque part regrettable, mais aussi peut porter ou mettre à mal notre démocratie. Pour moi, c'est ça, la démocratie. Alamine? Oui, un élément aussi qui est très important pour moi. Souvent, il ne faut pas minimiser le bon sens des députés du RHDP. Souvent, dans la conscience commune, on a l'impression que les députés du RHDP, on les diabolise, c'est-à-dire c'est ceux-là qui veulent le mal de la République de Côte d'Ivoire. On aurait eu plus de députés PDCI ou de l'opposition, le débat parlementaire est un peu plus intéressant. Non, il ne faut pas rentrer dans ce piège-là. La preuve, lorsque vous demandez à un citoyen ivoirien quelle est la loi qui a été adoptée, qui met en mal le plus possible la vie ou bien la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire, vous allez chercher longtemps. Donc pour dire que les députés du RHDP ne sont pas contre la population ivoirienne, c'est des hommes et des femmes qui ont des bastions,
qui vivent en Côte d'Ivoire, qui ont des parents en Côte d'Ivoire, qui ont des frères en Côte d'Ivoire et qui veulent le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose de très important à noter. L'autre chose, c'est que le RHDP, depuis sa venue au pouvoir, a toujours été majoritaire au Parlement. Donc moi ici, l'enjeu ne sera pas dans un rapport de force numérique, mais dans le poids de dénonciation. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a 32 députés du PDCI, on a 23 députés indépendants. Pour moi, ils sont largement suffisants pour relever les failles dans la politique publique, dans l'efficacité des politiques publiques. Donc, plus on a ces 32 et 23 députés qui prendront leurs responsabilités dans la manière d'évaluer les politiques publiques a priori, a posteriori et en cours, les institutions de la République, les différents ministères. Ces députés qui sont majoritaires là auront des pistes d'analyse, pourront voir les différentes failles pour pouvoir les améliorer. Donc, il ne faut pas aussi nier cette capacité que ces députés-là auront, surtout s'ils sont élus ministres, s'ils sont nommés ministres, autant pour moi, ils pourront aussi valablement prendre, par exemple, des critiques portées par Guillaume Bateau pour essayer de l'améliorer au niveau de l'exécutif. Donc, il ne faut pas être trop pessimiste à ce niveau. Pour moi, l'un des débats aussi qui doit être un peu plus prioritaire, Guillaume Bateau parlait d'éviter de tomber dans les morts, dans les combats. Un grand tournant aussi qui fallait cela, c'est l'élection présidentielle. Donc, l'une des grandes contradictions de l'élection présidentielle, c'est la commission électorale indépendante. Donc, pour moi, il faut une réforme profonde de la commission électorale indépendante parce que très souvent, lorsqu'on regarde même dans les résultats législatifs, on a l'impression que les populations électorales ne concordent plus. On peut voir des localités où on a 200 000 populations électorales et puis, par exemple, 15 000 votants. Donc, est-ce que encore cette mise à jour là, encore du fichier électoral est encore pertinent? Il faut commencer le travail dès maintenant. Il faut que les parlementaires puissent mettre ça sur la table pour qu'on puisse arriver à une liste électorale claire pour la prochaine joute électorale qui aura lieu très bientôt, en 2028, si je me trompe. C'est ça. Les élections locales, régionales, municipales et sénatoriales. Alassane? Oui, je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas la faute, je veux dire, du président Ouattara et de son parti si d'autres ne sont pas partis aux élections. Et je pense aussi qu'on ne peut pas empêcher des gens de ne pas avoir un grand nombre de députés au Parlement. Ils sont partis avec un nombre important de candidats. Ils ont gagné parce qu'il y a des facteurs qui concourent à cette victoire. Ils ont pour eux un bilan de gestion de 15 ans. Ils ont pour eux des visages voilà, qui ont contribué au développement et au désenclavement de plusieurs localités à l'intérieur du pays. Donc les populations leur ont fait confiance. On ne peut pas leur en vouloir pour ça. Ils vont siéger avec leurs 197 députés. Y a-t-il des craintes qu'il n'y ait pas de débat démocratique au Parlement? Je dis non. Pourquoi je dis non? Parce que vous avez quand même des gens comme Guillaume Bateau qui sont aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale. Des gens qui ont toujours interrogé le pouvoir. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont eux-mêmes membres de ce pouvoir-là, il l'a dit si bien, qu'ils vont se taire sur certaines réalités, qu'ils vont refuser de mener. Vous avez vu tout à l'heure, Ali Diarra lui demande clairement, et moi j'ajoute là-dessus, s'il rejoindra le groupe parlementaire RHDP. Il dit que non, qu'on n'en a pas besoin, il faut sauver le débat démocratique et il faut tout faire pour éviter le parti-État ou le parti unique. Parce qu'ils ont lutté contre le parti unique. Donc moi je pense que le débat démocratique va se faire. L'enjeu serait peut-être au niveau même. Aujourd'hui, on va le voir avec, dans les prochains jours, on va le voir avec l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. L'enjeu sera au niveau même de l'appareil d'État. Est-ce que ça va contribuer à renforcer la toute-puissance et la cohésion au sein de l'appareil d'État, au sein du parti au pouvoir, ou bien ça va contribuer à créer quelques frictions? Donc moi, je vois plutôt l'enjeu au niveau du RHDP qu'au niveau de la démocratie ivoirienne, même dans son expression. Est-ce qu'Adama Bictoro, par exemple, va être maintenu au perchoir, ou bien il y sera défait pour mettre un autre visage, ou est-ce qu'il sera réutilisé par le président Ouattara? Voilà autant de questions qui peuvent, ma foi, si ce n'est pas bien négocié, toucher la cohésion interne peut-être du parti. Sinon, en termes d'enjeux sur la démocratie, honnêtement, je n'en vois pas. D'accord, très bien. On va marquer une courte pause et revenir juste après pour poursuivre le décryptage de l'actualité. Papa, on prépare une autre offre. Ce n'est qu'une question de temps. Non, je reprends les choses en main. Ce n'est pas sérieux. Oui, je suis sérieux. Quand le patriarche des Koulibaly défie les règles, c'est toute la famille qui vacille. Qu'attendez-vous de moi? Je compte sur vous pour m'offrir sa tête. On est tous impliqués dans cette affaire, qu'on le veuille ou pas. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Manipulation, trahison, amour interdit. Comment tu comptes t'y prendre exactement? Je lui dirai avant que lui-même il ne l'apprenne.
Pourquoi tu te mêles pas de tes oignons, même? Hé, tu ne parles pas comme ça, Nani, hein, d'accord? Dans cette maison, personne n'est innocent. Et pendant qu'ils s'entre-déchirent, un ennemi ancien revient pour finir le travail. Hassan, on se retrouve où? Retrouvez Cast à partir du 19 janvier sur NCI. Avec la CAN, on gagne cash sur NCI. Chaque jour, jouez tente de gagner 100 000 francs CFA. Et oui, 100 000 francs CFA à gagner chaque jour. Pour jouer, c'est simple. Envoie Maroc par SMS au 98 102. Joue pour augmenter tes chances de gagner 100 000 francs CFA cash tous les jours. Résultat chaque soir dans le journal de la CAN à partir de 22h10. Avec la CAN, on gagne cash sur NCI. De retour sur le plateau de la Quotidienne Info qui a pour invité ce soir l'honorable Guillaume Bateau, député de Danané. Alors j'ai envie de vous demander, vous allez à l'ouverture de la législature avec des projets, de propositions de loi dans votre sac? Bon, on verra, parce que je vous ai dit que nous travaillons à former un groupe parlementaire. Oui, nous avons des attentes. Est-ce que nous les ferons sous forme de propositions de loi ou est-ce que nous les discuterons directement avec l'exécutif? On verra la manière, parce que tout est dans la méthode. Parce que nous voulons une mandature efficace, parce que les attentes de nos populations sont nombreuses. Parce que vous savez que une proposition de loi, en l'état actuel des choses, il faut convaincre tout le groupe parlementaire RHDP. Est-ce que ce sera la meilleure méthode? On verra avec les autres collègues. Mais nous avons des idées. Par exemple, je vous ai parlé par exemple de la création... pour ce qui nous concerne, par exemple, à l'ouest, la région du Nemba, il y a beaucoup de régions en Côte d'Ivoire qui souhaitent que ces régions-là puissent être des entités plus maîtrisables. Peut-être qu'il y a plusieurs parties de la Côte d'Ivoire qui souhaitent avoir de nouvelles régions. Et il y a des sujets concernant la communalisation de la Côte d'Ivoire, la décentralisation. On va dire là-dessus. Les questions relatives à l'autonomisation des femmes. Il y a le fonds Fassi, la première dame, qui fait un travail extraordinaire. Mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer le dispositif? Tout ça, on verra. Est-ce que c'est en faisant du lobbying direct qu'on fera avancer les dossiers ou est-ce qu'il faut passer aussi par le Parlement pour donner plus de visibilité à ces propositions? C'est ensemble avec les collègues et avec les autres groupes parlementaires aussi que nous allons discuter et on choisira la méthode la plus efficace. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre les résultats dans des délais raisonnables. Parce que le mandat, ce n'est pas 15 ans, c'est 5 ans. Il faut que nos populations voient des résultats tangibles très rapidement. Donc, on verra la méthode la plus efficace. Mais il s'agit... En général, les résultats tangibles concernent le périmètre du développement. Dans un moment de votre développement, vous parliez de routes. Est-ce que vous n'êtes pas déjà en train de lorgner vers un poste d'élu municipal? Non. Je l'ai dit à nos parents, je l'ai dit à tous mes frères à Danané, la mairie, le conseil régional ne m'intéresse pas. L'appétit ne viendra-t-il pas en mangeant? Non, il n'y aura pas d'appétit. Parce que je pense que le poste de député est le poste le plus stratégique. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens dire « Oui, un député ne fait pas de route, oui, un député ne fait pas d'école ». Oui, un député n'a pas de budget pour le faire, mais un député qui fait un vrai lobbying pour faire une route, si vous négociez bien avec le ministère technique, la Géroute, si vous les sensibilisez sur la nécessité de faire une route et qu'elle est faite, vous aurez contribué à avoir une route. Si au prochain budget qui vient à l'Assemblée nationale sur les questions de construction des salles de classe, si vous avez fait un vrai lobbying au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que votre lobbying permet de construire une dizaine ou une vingtaine d'écoles dans votre circonscription, vous y arrivez. Je dis par exemple, il y a un gros projet par exemple en Afrique de l'Ouest, le projet de Simandou, projet minier de Simandou. Figurez-vous que Simandou... En Guinée. Figurez-vous que Simandou est à moins de 100 km de Danané. Et qu'il y a un chemin de fer qui doit être fait. Beaucoup d'observateurs proposent que le chemin de fer, le président guinéen était ici à voir le président Ouattara il y a quelques mois, pour qu'il y ait un chemin de fer qui vienne jusqu'au port de San Pedro. Si nous faisons un vrai lobbying auprès des autorités à la fois guinéennes et ivoiriennes pour que ce chemin de fer passe par Danané, c'est un gros projet d'infrastructurel. Dans l'année, les gens ne le savent pas, mais nous avons la même situation géographique que Ferké.
faire Kessédougou, avec un débouché sur 2 frontières, la Guinée et le Libéria. Faire qu'il y ait un port sec, si nous faisons lobbying pour que un port sec soit construit à Danané, ça, c'est le travail que le député peut faire. Il n'a pas besoin de budget. Il a besoin seulement de perspicacité, de montrer la pertinence des projets structurants que l'État inscrit, y compris au PND. Et puis, si c'est fait sur le terrain, le député peut s'estimer heureux et les populations peuvent s'estimer heureuses. Donc, ce n'est pas une question de budget, c'est une question de lobbying. Et je pense que ce travail est prenant. Et puis, le maire de Danané actuel, c'est un jeune frère, Khalifa, il fait déjà du bon boulot. Je ne vois pas pourquoi j'irais marcher sur ces plates-bandes. Le conseil régional, nous, on espère la région du Nemba. Et si on a la région du Nemba, il y a des jeunes frères et sœurs qui ont envie d'aller se faire valoir. Nous, on va les accompagner. Nous voulons un leadership inclusif. Nous voulons un leadership qui permette à tous les enfants de Danané de s'exprimer. Nos parents nous ont déjà fait l'immense honneur de nous élire à l'Assemblée nationale. Nous allons travailler pour y rester et laisser les autres occuper. Parce que moi, je suis fondamentalement contre le cumul des mandats. Ça, c'est ma culture de gauche. Donc, ne vous en faites pas. Je ne veux pas y déroger. Très bien. Alamine? Oui, c'est un peu difficile de vous suivre. Parce que on vient en politique pour servir. On vient en politique pour servir le peuple, non se contenter. Vous avez fait un bon narratif tout de suite, mais qui est au conditionnel. Si vous faites un bon lobbying ici, ça peut marcher. Si vous faites un bon lobbying ici, ça peut marcher. Donc c'est quelque chose qui est conditionnel, c'est de l'hypothèse. Ça peut ne pas marcher aussi, parce que si aujourd'hui vous devez citer, par exemple, le nombre de députés qui ont pu faire un lobbying, je précise indépendant, pour peut-être avoir ces nombreuses infrastructures, ils ne sont pas assez. Pourquoi ne pas simplement partir vers un poste de développement qui, vous aurez un budget, vous aurez 16 cahiers des charges avec un budget qui va avec pour impacter ce développement. Deuxième chose, quand vous dites que votre petit frère le maire fait un bon travail, mais en même temps vous dites qu'en ce 21e siècle, les parents en Danané cotisent pour construire des salles de classe, c'est un peu paradoxal. Donc en même temps, vous mentionnez beaucoup de problèmes à Danané, depuis la santé à l'éducation, passant par les infrastructures, mais on a l'impression que vous avez peur de la réalité municipale, parce que peut-être c'est votre petit frère qui est... On va laisser répondre. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est ma conviction. Je pense que un cadre, aussi brillant soit-il, aussi, je veux dire, populaire soit-il, n'a pas besoin d'être à la fois député, maire, président du conseil régional. On perd en efficacité. Donc ça, c'est ma conviction. Et je pense que le cumul des mandats, on doit travailler même en Côte d'Ivoire pour essayer d'en limiter l'impact. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, vous dites, c'est contradictoire. Non. Les questions d'école, de centre de santé, de route ne se posent pas uniquement dans le périmètre communal. Vous savez que notre circonscription, c'est 6 sous-préfectures, plus la commune de Danané. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et je répète, quand vous me dites que les députés indépendants, mais vous avez écouté le chef de l'État, il a parlé de l'intérêt général. Voilà, je crois que le président de la République aujourd'hui est arrivé à un niveau où il n'a pas besoin que je sois forcément membre de son parti politique pour regarder la réalité des Ivoiriens. Le président de la République a dit qu'il travaille pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Et je crois que encore, les gens de Danané sont des Ivoiriens. Donc moi, je n'ai aucun problème là-dessus. Ce que je dis, et aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler de Danané depuis 1h30, ça ne s'est pas fait souvent. C'est cette visibilité que nous allons apporter. Et je suis convaincu, ça je peux vous le dire, je suis convaincu que le président Ouattara, que nous connaissons, ne peut pas laisser ses parents de Danané dans cette situation jusqu'à la fin de son mandat. J'en suis convaincu. Vous pouvez dire que c'est de l'hypothèse, mais on parle toujours des hypothèses pour arriver à la réalité. Mais je vous dis, ce n'est pas des paroles en l'air. Alors, moi je regarde un peu ce qui se fait aujourd'hui un peu partout en Côte d'Ivoire, dans le Grand Abidjan, dans la région de la Mé. Je regarde ce que fait le ministre Amédée Kouakou à Divo, le ministre Touré Madou, tout ce qui se fait à Daloa, je vois tout ce qui se fait à Korogo. Mais je pense que le président Ouattara s'en voudrait s'il ne faisait pas quelque chose pour ses parents de Danané, pour la grande région du Tonkoui, de façon générale, qui est une région, je le répète, l'une des régions les plus riches en termes de minerais, en termes de tourisme, en beaucoup de termes. Je dis que Danané partage la frontière avec la Guinée et le Libéria. C'est une ville stratégique. Et la Côte d'Ivoire a intérêt. Tout à l'heure, je crois que c'est vous-même, Alamine, qui parlez des questions sécuritaires. Je pense aussi que cette porte d'entrée, cette double porte d'entrée a besoin d'être sécurisée. Par exemple, donc, la route va être un moyen de sécurisation de cette partie de la Côte d'Ivoire. Très bien.
Je n'ai vraiment aucun problème, je n'ai aucune inquiétude. Je suis convaincu que ce plaidoyer sera entendu par le premier des Ivoiriens, par le président Ouattara. Alors, messieurs, on va aborder le dernier sujet qui nous attend dans cette émission ce soir. Une affaire au cœur de l'actualité judiciaire. Jean-François Kouassi a été déféré hier, une affaire qui suscite interrogations, commentaires et réactions dans l'opinion. Que lui a-t-il reproché? À quel stade se trouve la procédure? Et quelles implications politiques ou institutionnelles possibles les faits? Rien que les faits dans ce sujet de Moussa Nikema et Issa Koné. Jean-François Kouassi, plus connu sous le nom de JFK, a été placé sous mandat de dépôt et transféré au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Il y restera en détention provisoire dans l'attente de sa comparution devant un juge. Interpellé jeudi soir par les agents du commissariat du 1er arrondissement, Jean-François Kouassi avait ensuite été conduit à la préfecture de police du Plateau. Sa mise en observation, initialement prévue pour quelques heures, a été prolongée jusqu'à ce lundi. Dans un communiqué, son cabinet précise qu'il fait l'objet de poursuites pour les chefs d'accusation suivants: trouble à l'ordre public, diffamation, divulgation de fausses informations sur les réseaux sociaux, dénonciation calomnieuse. Son cabinet a notamment précisé que cette situation s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire en cours. Dès son interpellation, le candidat malheureux aux dernières législatives à Cocody a été assisté par ses avocats. Une notification de flagrant délit avait été évoquée, ouvrant la voie à une procédure rapide. La défense a toutefois tenté d'obtenir une citation directe à comparaître afin que Jean-François Kouassi puisse regagner son domicile et se présenter librement au procès. Cette demande n'a pas été retenue. La décision de le placer sous mandat de dépôt a été prise, entraînant son transfert au PPA avant même son passage devant le juge. Alamine Fofana, que vous inspire la tournure qu'a pris cette affaire? J'ai vu que vous vous êtes répondu dans une longue lettre sur vos réseaux sociaux concernant Jean-François Kouassi. C'est bon. Avant de faire l'analyse, permettez-moi l'instant de 10 secondes parce que, en tant que des hommes, on a forcément des émotions, de lui apporter déjà un soutien humain parce que c'est quelqu'un qu'on côtoie. Et pour revenir à la situation, moi, je vois un peu une double indignation. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a deux positions. Mais pour moi, Jean-François Kouassi a besoin d'une seule position, qui est la position de la clémence et du pardon. Vouloir justifier les propos qu'il a tenus sous le prisme de la liberté d'expression, c'est un peu illusoire. En fait, on a l'impression que souvent, les gens font exprès de ne pas comprendre la liberté d'expression et d'autres fois, ils comprennent. L'artiste comédien Ramatoulaye, après la défaite des éléphants, il fait une vidéo où il est fâché, où il marche sur un pagne où il y a l'emblème de la Côte d'Ivoire. La population ivoirienne, en ce moment-là, est assez intelligente pour savoir que la liberté de frustration ne doit pas te permettre de marcher sur un emblème. Donc, ils lui font des remontrances. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, d'autres acteurs dans le champ politique, ils estiment que c'est de l'abus de pouvoir. Deux rappels importants. Jean-François Kouassi, lors de sa deuxième émission ici, il dit qu'il demande au président de la République de démissionner de sa fonction de président de RHDP parce que lui, Jean-François Kouassi, est contre le cumul des postes. Il n'a jamais été inquiété. Il va plus loin même pour dire que le président de la République doit sanctionner l'ex-premier ministre Patrick Hachi pour avoir tenu des propos comme quoi, si vous ne votez pas le président de la République, vous n'allez rien avoir. Il n'a jamais été inquiété. Mais lorsqu'on s'attaque à des institutions de la République, au point même de taguer Madame la ministre de la fonction publique et aller même à indexer le président de la République, c'est assez grave. De surcroît sur des éléments où on n'a pas de preuves. Voilà, dans ce genre de situation. Et c'est un peu difficile, et même pour nous jeunes qui faisons l'analyse politique ici, chaque soir du lundi au jeudi à 19h30, on n'est pas sûr de ne pas dévier parce que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, j'ai jamais vu des personnes aussi jeunes que nous se donner à cet exercice-là. Donc on peut être aussi souvent l'exemple. Donc pour dire qu'il faut faire très attention. Voilà. Donc par rapport aux faits, il ne faut pas chercher à justifier l'injustifiable. C'est quelque chose qui n'est pas correct. Très bien. Ça frise la diffamation. Il faut essayer, et même pour le cabinet aussi, rentrer dans un discours pour dire que ces avocats sont... Je ne pense pas que Jean-François Kouassi a des avocats. Encore, avoir des avocats en Côte d'Ivoire, c'est autre chose. Donc il faut rentrer dans un discours de modération pour essayer de voir... Tout le monde a droit à un avocat. Peut-être que des gens lui ont mis des avocats à disposition. Bon, il n'y a pas de souci. Mais je recommande d'avoir une posture d'humilité pour essayer de trouver... Très bien. Josias? Oui, moi je pense qu'on aurait pu ne pas arriver à cela. D'abord, la sortie de Jean-François Kouassi. Moi, je mets ça sous le coup de l'émotion. Parce que avant même d'arriver devant les locaux du ministère, il a fait le poste qui a été le véritable élément qui a créé tout ce qu'on a vu.
Moi, je pense que, tout comme de nombreux Ivoiriens qui, à ce moment-là, se posaient la question de savoir qu'est-ce qui se passait réellement, il aurait pu aller de façon modérée. Et je l'ai plusieurs fois répété, c'est pas comme ça qu'on s'y prend. C'est vrai, c'est un homme politique parce qu'il a été candidat à plusieurs reprises pour la candidature à l'élection présidentielle et candidat effectivement aux législatives. On peut oser croire que le traitement qu'on donne aux hommes politiques peut être un peu différent, en ce sens où c'est aussi leur manière de s'exprimer, c'est aussi leur manière de faire leur activité. Mais lorsqu'on arrive à un tel degré, je pense que c'est un peu grave. La seule option, là, c'est la clémence. La clémence de la ministre, parce qu'il y a plainte pour diffamation, ce qui signifie que c'est une personne qui a porté la plainte, on va dire la ministre ou quelqu'un de son entourage, si je ne me trompe pas. Donc, il faut déjà la clémence, par exemple, de la ministre et peut-être du chef de l'État ou toute autre autorité. Mais la situation dans laquelle on se trouve, je pense qu'on aurait pu ne pas arriver là. Il y a aussi autre chose. Aujourd'hui, par exemple, ça n'a rien à voir avec l'affaire GFK, il y a la question du tourisme, où il y a un influenceur du nom de iShowSpeed qui bientôt va passer en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont appris que pour la signature, pour gérer l'affaire, il y a le fils du président de l'Assemblée nationale, Big Togo, qui était au centre de l'affaire. Donc on se posait la question de savoir comment est-ce que ça s'est fait. Parce que c'est lui qui sera censé guider l'homme, donc gérer l'affaire de façon générale. Donc on se demande à quel moment il y a eu appel d'offres, comment est-ce que cela s'est fait. Donc les Ivoiriens se posaient des questions jusqu'à ce que, très rapidement, le ministère du Tourisme produise un communiqué clarifiant tout ce qui se passe. Pour dire que non, ne croyez pas que c'était opaque, pour ne pas dire que ce n'était pas transparent, ne croyez pas ceci ou cela. Voici la réalité ce qui s'est passé. Et je veux transférer cela dans le cadre du ministère de la fonction publique. Pour dire simplement qu'on aurait pu aussi produire un communiqué où les choses commençaient à se compliquer, où les citoyens se posaient les questions relativement à la situation. On ne l'a pas fait, ça doit nous servir de leçon pour les jours, les mois, les années à venir, en ce sens où s'il y a des questions qui sont foncièrement posées par les citoyens, qui sont vraiment intenses, il faut produire des communiqués pour expliquer. Alassane ? Tout notre soutien à l'ami, il allait être devenu Jean-François Kouassi, pour cette situation malheureuse qui lui arrive, mais qu'il a aussi cherché. Je pense que je mettrais ça sous le coup de la fougue de la jeunesse. Vous savez, nous autres jeunes, on n'y va pas tellement avec modération sur certains sujets. Et lui, dans sa ligne de conduite, malheureusement, il y a toujours beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de fougue. Et je pense qu'il a posé plusieurs fois des actions avant de réfléchir. Alors qu'il devait réfléchir avant de poser certaines actions. Et malheureusement, il en tire aujourd'hui certaines conséquences. On ne va pas faire comme Alamine l'a dit, taguer la ministre d'État sous une accusation qui est difficilement prouvable, ça a été déjà dit. On ne va pas aller improviser, c'est même pas organiser, improviser un sit-in dans le centre des affaires, filmer la direction générale des finances, tenir des propos comme il les a tenus. Ça ne se fait pas. Et donc, on demande pardon. Voilà. Si jamais notre voix peut porter, on demande pardon pour qu'il soit relâché. Et je pense que ça sera une autre personnalité après cette épreuve. Parce que si c'était la fougue seulement, ou le fait qu'il y ait beaucoup de millions, de milliers de personnes qui sont abonnées à ces réseaux sociaux et l'appellent mon président, je pense qu'il aura été désillusionné. Parce que parmi tout cela, les sentiments sur les avis sont partagés et le soutien, il est très faible. Très bien. Guillaume ? Oui, à la décharge du ministère de la fonction publique, Zocias a dit qu'il n'y a pas eu de communiqué. Le directeur général de la fonction publique a fait une conférence de presse pour préciser le cadre. Ce n'est pas pour les défendre, mais juste pour dire qu'il y a eu une réaction du ministère d'État, du ministère de la fonction publique. Ceci dit, je partage entièrement le point de vue de Hassan, Alamine et Zocias, à savoir que, et ce que je disais en début d'émission, beaucoup de nos compatriotes pensent que la vie sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Non. Les réseaux sociaux, c'est une vie virtuelle. Et il y a la réalité, il y a les lois. On ne peut pas se permettre, parce qu'on a un leader d'opinion, dit des choses juste parce qu'on a envie de dire, pour faire plaisir à ces réseaux sociaux. Non, je crois que c'est dommage. Moi, je ne connais pas bien ce jeune homme, parce que depuis longtemps, moi, j'étais plutôt à Delané. Donc, je suis occupé. Vous nous aviez abandonnés ? Bon, je ne vous ai pas abandonné, j'avais ma campagne à faire. Mais comme l'ont dit les uns les autres, il faut demander la clémence de Madame le ministre d'État, de ses collaborateurs, pour qu'ils puissent recouvrer la liberté et que ça puisse aussi, ses amis qui sont avec lui, ils n'ont pas besoin de ça pour construire une carrière politique dans le temps. Ils n'ont pas besoin de ça.
Un leader d'opinion, un responsable politique peut réagir à une situation, mais en s'entourant de toutes les garanties nécessaires pour éviter de se faire prendre pour diffamation, pour dénonciation calomnieuse. Il ne suffit pas de venir dire, comme il a... Moi, j'ai regardé un peu la vidéo, dit des choses et tout ça. Ça fait plaisir juste à l'instant. Mais après, comme l'a dit Alassane, quand vous êtes face aux tribunaux, c'est fait. Il va falloir que vous prouviez celui qui accuse doit apporter la preuve de ces accusations. Or, on se rend compte que finalement, tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux n'ont aucun début de preuve. Donc, le sensationnel, quelqu'un parle de liberté d'expression, je crois que c'est Zosias, nous bien c'est Alamine. Il faut que les gens, nous qui sommes journalistes, on connaît très bien la limite entre la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté tout court. Il y a cette formule qui dit que... Les faits sont sacrés. Oui, les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Si vous n'avez pas de faits, vous ne pouvez pas vous adonner à un certain nombre de commentaires juste parce que ça peut fouetter votre orgueil, ça peut faire que des gens mettent des likes. Non. Parce que quand on vous ramène à la dure réalité de la loi sur la diffamation, vous êtes coincé. Donc, tous ses amis qui l'encouragent depuis leur clavier, souvent beaucoup sont hors même de Côte d'Ivoire, ils ne lui rendent pas service. Il veut faire la politique, c'est une bonne chose, mais la politique aussi a des règles. La politique, ce n'est pas la jungle. Alors, on ne fait pas tout ce qu'on veut, parce qu'on est simplement un leader politique. Donc, beaucoup de courage à ses proches. Merci beaucoup. Voilà, on souhaite vraiment que Madame le ministre d'État, qui est une dame maternelle, vu la situation que prend, la tournure que prend les événements, elle peut faire un geste pour que... Faire preuve de clémence. Faire preuve de clémence, ouais. Merci beaucoup, Guillaume Bato. Merci beaucoup, honorable Guillaume Bato. Il va falloir s'habituer désormais à ce qualificatif qu'il faudra précéder, qui devra précéder votre nom. On va marquer une dernière pause et assister au grand duel, le premier de 2026. Parce que ça faisait quoi, bientôt un mois qu'il n'y aurait pas eu de grand duel. Est-ce que vous êtes prêts à Lamine Fofana, Josias Assefou? Oui. D'accord, une courte pause et on revient juste après. Quatre nations, 2 places, un sacre. Ce mercredi, demi-finale Cannes Total Energy Maroc 2025. Il y a quand même tous les ballons. Attention. C'est bien arrivé dans les pieds de Osimhen. Il va donner ses ce ballon dans la surface de premier centre. Ouh, ce ballon relâché. Sénégal-Égypte à 17h. Prise d'antenne à 16h. Nigeria-Maroc à 20h. Prise d'antenne à 19h. Exceptionnel, encore une fois, Dayoub El Kabi qui a l'équilibre par Fonda, qui est revenu de l'attaque. Bruno, on va envoyer ce centre. À la réception. Demi-finale Cannes Maroc 2025, c'est ce mercredi en intégralité sur NCI. Parce que nos histoires méritent d'être racontées avec passion et nos talents célébrés avec grandeur. Parce que l'heure est venue de voir notre histoire. Quand on signe un pacte avec le diable, il faut s'attendre à tout. Notre culture, nos talents briller au premier plan. NCI donne vie à l'imagination ivoirienne. Je t'ai pas dit que je ne vais plus te voir chanter. Papa, je n'étais pas en train de chanter. Et tais-toi là-bas, mais tu es insolent. Découvrez des productions originales, audacieuses et captivantes, produites pour vous par votre chaîne préférée. Drame, rire, émotion forte, le meilleur des séries ivoiriennes s'installe chez vous. Bienvenue dans NCI Création, votre nouveau rendez-vous dédié exclusivement aux séries ivoiriennes. Retrouvez NCI Création à partir du 19 janvier 2026, du lundi au vendredi à 21h30. Le meilleur des séries ivoiriennes, ça se passe ici. C'est connu, cette émission se termine avec le grand duel.
Peut-on gouverner sans les barons? C'est la grande question qui traverse aujourd'hui la scène politique ivoirienne à l'heure où l'on parle de renouvellement, de rajeunissement de la classe politique et de transmission générationnelle. Une interrogation s'impose. Peut-on réellement gouverner sans ceux que l'on appelle les barons, les elders? Sont-ils un frein ou un socle d'expérience indispensable? La rupture générationnelle est-elle une nécessité ou un risque? Un débat frontal, sans langue de bois, entre Alamine Fofana et Josias Assemon. Vous connaissez les règles, monsieur, vous êtes les plus habitués du grand duel. Alamine Fofana, c'est vous qui avez la même, me semble-t-il. C'est à vous. Très bien. À la question de savoir si on peut gouverner sans les barons, je réponds directement non. On ne peut pas gouverner sans les barons. Déjà, il est important de donner la définition des barons. Donc, baron, c'est un thème qui vient de l'anglais. Donc, dans l'époque médiévale, ça faisait allusion à des seigneurs qui tiraient directement leur pouvoir du roi. Donc, par baron, on entend l'ensemble des personnes qui ont une forte influence dans une gouvernance, des personnes qui peuvent être aussi relativement âgées et souvent aussi des personnes qui ont une légitimité religieuse et traditionnelle. Donc, il ne faut pas limiter la notion de baron qu'à des vieux. De ce point de vue-là, on comprend facilement qu'on ne peut pas gouverner sans ces personnes que je viens de citer. Parce que la gouvernance, c'est la gestion des affaires de la cité. Et dans la cité, il y a plusieurs composantes. Donc, dans les pouvoirs publics, on a plusieurs catégories de pouvoirs publics. Donc, la gouvernance ne serait qu'un exercice mécanique géré que par les jeunes. Il faut un mélange pour pouvoir amplifier et rendre dynamique la gouvernance. Alors, moi, je pense que non. Non. On n'a plutôt pas besoin des barons aujourd'hui. Et pour vous aider rapidement, parce que vous avez été un peu long, les barons, c'est plutôt ceux-là qui sont âgés et qui sont dans un gouvernement, dans une direction pendant un long moment, parce qu'ils sont influents. Il y a plusieurs critères ou plusieurs atouts qui favorisent cela. Mais le critère important qui transcende tous les gouvernements, si on revient à un gouvernement, à une gestion d'un pays, c'est plutôt l'âge. C'est ce qui va faire la différence. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? La raison pour laquelle il ne faut pas avoir les barons aujourd'hui, c'est le fait qu'avoir ces personnes-là, ça crée, on va dire, un embouteillage, un bouchon au niveau de la gestion. En ce sens où, lorsqu'on dirige, lorsqu'on gouverne, on a plutôt besoin de renouvellement, de changement. Parce que les idées doivent venir avec de nouvelles personnes, de nouveaux cerveaux, de nouvelles compréhensions, de nouvelles appréciations de la réalité. Alors que ces barons qu'on a, qui créent l'embouteillage au niveau de la capacité à réfléchir, à proposer, vont empêcher ces nouveaux cerveaux-là à venir. Il ne faut pas diriger avec ces barons-là. Non, il ne faut pas isoler le sujet. C'est un sujet qui est très riche. Je vous prends un exemple. Les barons, ce n'est pas seulement les vieux qui durent dans les ministères. C'est tous ceux qui constituent des éléments de pouvoir dans la gouvernance d'un pays. C'est-à-dire, vous, Josias Assemon, aujourd'hui, aussi ministre de la jeunesse que vous êtes, vous ne pouviez pas imposer certaines décisions, par exemple, dans le Kabadougou, sans la décision du chef de canton de Kabadougou. Donc la gouvernance, elle est vaste. Raison pour laquelle, par exemple, le président de la République a créé la chambre des rois et des chefs traditionnels. Donc vous avez les chefs traditionnels, les chefs de tribus, les chefs cantons qui ont une légitimité traditionnelle, qui ont une légitimité spirituelle sur des localités historiques. Donc aujourd'hui, on est dans un mélange de démocratie et de réalité traditionnelle qu'on ne peut pas nier. Donc vous, Assemon, au nom de la démocratie, vous pouvez par exemple être candidat aux législatives à Haute-Zéné, mais vous ne pourriez jamais enlever certains barons, comme par exemple les chefs de canton qui gèrent des régions pour pouvoir gouverner de manière efficace. Donc on ne peut pas se passer des barons dans la gouvernance. Oui, votre développement est très beau, mais vous vous éloignez du sujet. Parce que ici, si on pose la question de savoir si on doit gouverner avec les barons, ça signifie qu'il y a alternative et possibilité de ne pas gouverner avec eux. Si on prend par exemple le cas des chefs dont vous parlez, on ne peut pas dire à un chef aujourd'hui qu'il n'est pas chef. Parce que l'ancrage de ce chef-là, vous connaissez déjà tout ce qu'on appelle le caractère charismatique qui entoure la légitimité de l'homme. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne va pas diriger avec cette personne-là. Par contre, la question qui est posée ici, c'est de savoir si ces personnes-là qu'on peut nommer, qu'on peut choisir, est-ce qu'on doit penser aux barons parmi ceux-là? C'est là la véritable question, c'est là le véritable enjeu. Alors, lorsqu'on revient maintenant au sujet, parce que vous êtes éloigné un peu, moi, je signifiais le fait que ces barons-là, qui vont créer l'embouteillage, vont créer aussi la gérontocratie. En ce sens où les jeunes qui aujourd'hui, légitimement, réclament des postes, réclament des fonctions, pour pouvoir eux aussi étaler leurs connaissances, pour pouvoir eux aussi faire avancer leur pays, ne pourront pas. Et cette gérontocratie va créer de nombreux problèmes, aussi bien sociaux que politiques au pays. Je vais en parler tout à l'heure. Le sujet, il est simple. Peut-on gouverner sans les barons? Effectivement, vous êtes pris par une définition assez isolée et triquée du thème baron, raison pour laquelle il est difficile de pouvoir développer. Donc, ce n'est pas moi qui m'éloigne du sujet. C'est moi, justement, qui essaie de prendre le sujet dans sa globalité.
et ne pas restreindre la gouvernance qu'à un ministère ou à l'État central. Et si on va même au niveau de l'État central, ces personnes que vous appelez vieux, ils sont incontournables parce qu'ils ont des années d'expérience, ils ont des maîtrises de certains dossiers étatiques qu'ils peuvent régler l'instant d'un jour que vous, Josias, vous ne pouvez pas. Ne serait-ce même que par un simple carnet d'adresse. Vous prenez le président Alassane Ouattara, il y a des situations qu'il peut régler en 1 seconde, par un coup de fil, où vous, Josias, devez faire un long processus qui va faire peut-être des mois et des mois. Donc ces barons-là sont incontournables. La raison pour laquelle vous allez remarquer la coalition RDR, PDCI, le RHDP unifié n'est pas fortuite. Parce que le PDCI, c'est un parti qui a dirigé longtemps la Côte d'Ivoire. Donc, maîtrise les stratagèmes administratifs. Donc, le PDCI, vous remarquez, n'est jamais l'ennemi d'un parti politique ou d'un président. Alors, vous vous trompez largement parce qu'on ne naît pas avec l'expérience, on crée l'expérience. C'est-à-dire, on doit être au travail, on doit être sur le terrain pour commencer à comprendre les réalités, pour apprendre et au fur et à mesure avoir de l'expérience. Tous ces barons qu'on a aujourd'hui ont commencé un jour. Ils n'étaient pas des barons, c'était des novices. Et c'est au fur et à mesure qu'ils sont devenus des barons, avec l'expérience. Donc, l'expérience dont vous parlez n'est pas véritablement un motif, ce n'est pas une raison. Par contre, le problème ici, c'est d'avoir ces personnes-là qui vont créer la gérontocratie, qui, lorsqu'on prend le cas du Népal, par exemple, était un véritable problème qui a poussé ce qu'on appelle la Gen Z à faire tomber le gouvernement, à faire tomber le régime. La gérontocratie, c'est aujourd'hui l'un des problèmes de l'Afrique. On remarque que dans de nombreux gouvernements, il y a beaucoup de personnes qui sont éloignées en termes d'âge et de compréhension des réalités, si vous me permettez l'expression, des jeunes qui sont majoritaires dans les populations. L'Afrique est l'un des continents, si ce n'est le continent où on a le plus de jeunes. Mais on remarque que ceux-là qui gouvernent ne comprennent pas les réalités ou ne sont pas ceux-là qui mériteraient dans l'ensemble, si on fait un calcul fondamental, d'être là. C'est pourquoi je dis, ces barons-là, il faut les écarter et mettre ceux-là qui comprennent réellement et fondamentalement les besoins des populations. Et c'est vous, jeunes, qui comprenez mieux les besoins des populations que ces 10 barons. Non, le sujet, il est simple. En fait, moi, j'essaie de plutôt trouver un consensus. Peut-on gouverner sans les barons? Vous dites on ne peut pas gouverner sans les barons. Moi, j'ai dit on doit gouverner avec les barons. Donc, il faut un mélange. Vous dites que l'expérience s'apprend avec le terrain, mais vous ne pourrez jamais être assez expérimenté que quelqu'un qui a 40 ans de gouvernance au sommet de l'État. Donc, lorsque vous prenez de l'expérience en 5 ans, il a un capital d'expérience en 20 ans que vous ne pourrez jamais rattraper. Et s'il est en vie, pendant que vous prenez de l'expérience, il prend encore de l'expérience. Donc, pourquoi enlever ces personnes que vous appelez vieux de la gouvernance au lieu d'arriver à une situation de collaboration? C'est un principe même de la démocratie, la délibération, donc la mutualisation des intelligences. Parce que si on doit faire de la place à quelqu'un, ce n'est pas aux barons. C'est aux jeunes que justement on doit faire de la place parce que ces barons-là, dans le sens institutionnel central que vous comprenez, ils sont incontournables, ils ont de la maîtrise et ils sont très efficaces dans la gestion de nos affaires. Non, quand vous dites qu'il faut garder ces barons-là, parce que ceux-là, ils ont 40 ans d'expérience, 50 ans d'expérience. Vous savez à quoi est-ce que ça ressemble? Ça ressemble plutôt à de la dictature, la confiscation de fonctions, la confiscation de pouvoir. C'est ça qui est dangereux dans des nouvelles démocraties ou dans des démocraties émergentes comme les nôtres. Au contraire, dans nos pays aujourd'hui, on doit enseigner, on doit faire vulgariser la valeur du changement, la valeur du remplacement. Donc ces barons-là doivent venir aussi dire, aujourd'hui j'ai fait 40 ans, j'ai fait 30 ans, je dois quitter, céder la place aux jeunes. Et c'est d'ailleurs ce qui est réclamé par beaucoup de jeunes aujourd'hui. On est d'accord pour dire que l'expérience, oui, on en a besoin. Ces personnes-là n'ont pas nécessairement la nécessité d'être nommés ministres pour pouvoir apporter leur expérience. On peut simplement les nommer conseillers ou même dans l'office, dans le back-office, conseiller ces jeunes ministres qui vont arriver, les aider, ouvrir leur carnet d'adresse pour les soutenir. Donc, le fait de dire qu'ils ont l'expérience, ils ont la capacité de régler, ce n'est pas véritablement un argument. Le véritable argument, c'est les conséquences que cela peut créer. Parce qu'avoir des gérontocrates à la tête d'un gouvernement, c'est dangereux. Souvent, il est intéressant souvent de mentionner des concepts comme les vieux concepts de la Grèce antique, comme la gérontocratie et autres, mais il faut maîtriser la substance. Voilà. Il ne faut pas nier la capacité de ces barons-là, parce que ces barons-là, ils ne quittent pas au ciel pour tomber. Donc vous êtes en train de dire que le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa majorité, n'est pas assez lucide pour désigner. Parce que ces barons-là, ils ne quittent pas du ciel pour tomber, ils sont élus. La Côte d'Ivoire a 31 régions, la majorité des présidents de conseils régionaux, ce sont ces personnes que vous appelez barons. La Côte d'Ivoire a plus de 200 communes, la majorité des maires, ce sont ces personnes que vous appelez barons. Bon, rares sont ceux qui débutent, comme par exemple le doyen ici sur le plateau, mais lui encore, c'est pas un jeune. Donc vous voulez dire qu'un Guillaume Bateau doit quitter le débat public en Côte d'Ivoire? Non, parce qu'ils ont quelqu'un qui vous dit qu'il a 27 ans de pénétration de terrain. Il est dans le journalisme, vous avez commencé récemment, il y a 2 ans. Donc pour moi, il faut un mélange pour arriver à un niveau où la gouvernance sera de plus en plus efficace et non balayer les barons du revers de la main.
je suis d'accord avec vous lorsque vous dites qu'il faudrait qu'on ait les barons. Mais je dis que ces barons-là ne doivent pas être au niveau de la gouvernance en tant que telle. On peut les avoir dans le back-office en tant que conseillers. Mais ceux-là qui doivent être au niveau de la gouvernance, c'est plutôt la nouvelle génération, la génération montante. Mais quand vous signifiez également, en parlant d'un autre cas, celui des élus, et que vous dites que la population ivoirienne n'est pas assez lucide, je pense que là, c'est un autre débat, parce que vous êtes en train de parler de la majorité électorale, pas de la majorité de la population ivoirienne. Donc là, c'est encore une autre chose. C'est pourquoi je signifie que, bien évidemment, les barons, on peut les avoir, mais on ne doit pas composer, on ne peut pas composer aujourd'hui, en 2026, avec ces barons-là, si on espère apporter un développement, mais surtout changer les mentalités, penser à léguer le pouvoir à une nouvelle génération. Donc passer à la transition et au remplacement positif qui est désormais souhaité aussi bien par les populations que les dirigeants de Côte d'Ivoire. Donc les barons, il faut les mettre de côté. La jeunesse, il faut la présenter, il faut la mettre en avant. Voici ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir surtout. Et pour vous départager, on pourrait se contenter de ce commentaire de cet internaute du nom de Lassina Meïté qui dit « Il faut un mixte baron et jeune ». Merci à vous, Josias Sassemon et Lamine Fofana pour ce grand duel intéressant, prometteur. Merci à vous, honorable Guillaume Bateau. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau de La Quotidienne pour nous réserver la toute première prise de parole après votre élection. Merci beaucoup, Ali. On vous attend vendredi à l'Assemblée nationale? Oui, on sera vendredi à l'Assemblée pour élire le nouveau président. Vous avez déjà votre écharpe? Pas encore. Je pense qu'on l'aura peut-être demain ou après-demain. C'est un moment que vous attendez particulièrement ou... Oh oui, de toute façon, on l'aura. Et puis, bon, c'est pas ça le plus important, même si ça fait partie du décor. On sera fiers de porter l'écharpe. Et puis, bon, mais il y a le boulot qui nous attend. Absolument. Et désormais, il faudra passer par une assistante pour vous avoir ou... Non, pas du tout. D'accord, très bien. NCI, c'est la famille. La famille, donc... Non, autant poser les questions en direct, hein, comme ça les téléspectateurs sont... Ali, ne vous inquiétez pas. Lamine, Josias, vous tous, vous aurez... Je n'ai pas changé le numéro, je ne vais pas le changer. Très bien. Vous pourrez m'avoir à tout moment. Une dernière pour la route. Il y en a qui demandent si vous allez instaurer un couvre-feu à Danané. Parce que, et puis, de nous dire si Danané, c'est dans la ville, en forêt ou en savane. Oh, les Ivoiriens, ils exagèrent. Ce débat est fini. Ah, d'accord. Non, il n'y aura pas de couvre-feu à Danané. D'accord, très bien. Ce dont Danané a besoin, c'est de la visibilité sur les problèmes qui sont ceux de nos populations. Et je crois que qui sera sur le couvre-feu pour la période électorale, c'était à Yamoussoukro, en pleine ville. Ah, d'accord, très bien. Merci beaucoup, Guillaume Bateau, honorable Guillaume Bateau. Merci à Lamine Fofana, Alassane Drabo, Josias Sassemon. Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. N'oubliez pas, c'est vrai que les éléphants sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations, mais demain, NCI, fidèle au grand rendez-vous sportif, vous offre la demi-finale entre le Sénégal et l'Égypte à 17h sur nos antennes. Et à 20h, évidemment, le choc entre le Maroc et le Nigeria. Et évidemment, dimanche pour la finale entre les deux équipes qui réussiront à passer ce cap-là. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.